Bonjour tout le monde, bienvenue donc à cet événement entrepreneurial web ensemble. Véronique l'a dit, mon nom est Isabelle Racicot, très contente d'être là, oui, pour une deuxième fois. Pour ceux qui étaient avec nous à l'automne, le talk show était sous le thème de « Oser être le changement ». Ça avait été hyper inspirant. Et aujourd'hui, c'est le thème « Ensemble », un thème que j'apprécie beaucoup, particulièrement avec la dernière année qu'on vient de vivre. Je trouve que c'est important de travailler les uns avec les autres, de se soutenir, de s'entraider, de puiser des forces des uns et des autres. Bref, les invités qu'on a aujourd'hui sont extraordinaires, des histoires à nous raconter et ils sont en feu. Donc, je pense qu'on va avoir un super bel après-midi. Et je sais que vous êtes plusieurs centaines à travers le Québec à nous écouter. Mais c'est comme si vous étiez avec nous au Doc 619, d'où on provient en direct, parce que tout au long de cette émission-là, vous pouvez nous envoyer des questions pour les invités si vous voulez justement avoir la chance de leur poser quelques questions. À la fin de chaque bloc, je vais retrouver Véronique et elle va pouvoir donc me transmettre et transmettre aux invités les questions que vous avez pour nous. Alors, n'hésitez surtout pas. Véronique, j'en profite pour te dire bravo pour le 15 minutes que tu as fait avant. C'est pas facile de faire ça directement à la caméra. Tu as été une championne, alors peut-être que tu vas venir co-animer avec moi à la télévision sous peu. On ne sait jamais. Et donc, on va partir ça sans plus tarder avec la présidente directrice générale de Femmes et Sœurs, évidemment, Mme Séverine Labelle. Salut! Allô? Tu as eu une grosse journée, on va en parler. Oui. Mais juste avant, je veux que tu m'expliques pourquoi avoir choisi le thème Ensemble. Isabelle, ensemble, ça évoque tout ce qu'on tente de faire chez Femmes et Sœurs depuis des années. Faire en sorte que les femmes prennent leur place au sein de l'économie, ensemble avec les hommes, ensemble avec l'ensemble des entrepreneurs qui ont du potentiel à amener. Pour nous, ensemble, puis tu l'as bien mentionné, après une année comme on l'a vécu, c'est le temps de se réunir. Oui. Et ensemble, ça évoque de rassembler les différentes personnes, peu importe leur genre, peu importe leur provenance, peu importe qu'elles vivent avec un handicap ou non, peu importe que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, ce qu'on prône et ce qu'on voit en côtoyant des entrepreneurs sur le terrain à tous les jours, c'est la force de la diversité. C'est la force de travailler justement en toute complémentarité pour créer des entreprises qui sont fortes, des entreprises qui sont performantes, rentables, prospères et qui apportent aussi une contribution positive, significative à notre société. C'est beau. Puis de quelle façon ça s'inscrit? Tu sais, tantôt, je l'ai dit, à l'automne, c'était « Oser être le changement ». Oui. J'avais adoré cette rencontre-là. De quelle façon ça s'inscrit, là, justement, après « Oser être le changement », être ensemble? J'ai envie de dire, une fois qu'on a osé être le changement, Oui. il faut s'entourer des meilleures personnes possibles pour accomplir notre destinée. Il faut travailler en partenariat, en collaboration. Femmes et Sœurs, c'est ce qu'on vit aussi présentement même, là, dans le sens où on avait une vision d'incarner le changement avec ce qu'on annonce aujourd'hui. Oui. Et on est allé chercher des partenaires de différents milieux, de différentes communautés aussi, donc autant des partenaires sur le terrain de l'écosystème que des partenaires financiers, que gouvernementaux, pour accomplir la vision qu'on a. Et il me semblait que ça s'inscrivait comme une suite logique, de dire, bien, on se donne les moyens d'incarner le changement et on se donne les moyens de le faire ensemble pour avoir plus d'impact. Alors, parlons de cette fameuse annonce qui a été faite ce matin. Gros moment pour Femmes et Sœurs. Ça a été fait avec le gouvernement du Québec. Mais je vais te laisser raconter ce qui a été annoncé aujourd'hui. Bien, en fait, ce matin, ce qui a été annoncé, c'est, premièrement, le renouvellement de Femmes et Sœurs, puisqu'on est une organisation sans but lucratif qui est soutenue en très grande partie. En fait, on est un bras livreur du gouvernement, donc on est toujours dépendant un peu de la volonté du gouvernement de poursuivre notre mission. Alors, un renouvellement qui est canné, stabilisé, annoncé, et la mise en place d'une nouvelle enveloppe de financement de 52,5 millions du financement, donc une enveloppe qui va... On a envie d'applaudir! C'est incroyable! 52,5 millions pour financer directement des entreprises à propriété inclusive, à propriété diversifiée
et des entreprises qui ont un impact positif dans la société. Et pourquoi c'est une si grande annonce pour nous? J'avais envie de le mentionner. Il y a 25 ans, le tout premier fonds en entrepreneuriat féminin a vu le jour sur la Côte-Nord et c'est ce qui a donné naissance à Femmes et Sœurs. Et à l'époque, on parlait d'un fonds de 50 000 50 000 pour offrir du microcrédit, pour aider les femmes à se lancer en affaires. À travers le temps, on a pris de l'ampleur, puis il y a quelques années, on a annoncé un fonds de 19 millions pour pouvoir non seulement appuyer la création d'entreprises à propriété féminine, mais aussi la croissance. Et aujourd'hui, avec ce 52,5 millions-là, on va pouvoir non seulement offrir encore plus de moyens pour appuyer les femmes entrepreneurs, mais on va aussi pouvoir élargir l'accès à nos services, à notre expertise, à notre financement, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont en quête d'équité, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont encore aujourd'hui sous-représentés, qu'on voit moins dans l'écosystème. Donc, on parle, par exemple, des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes immigrantes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les personnes vivant avec un handicap. Ce sont tous des gens avec énormément de potentiel qui peuvent tellement apporter à notre économie et qu'on ne voit pas. Et on se donne... Et ça inclut les hommes aussi? Ça inclut les hommes aussi. Mais c'est nouveau, ça? Bien, c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Femmes et Sœurs, oui, on est spécialisé dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs, mais à travers le temps, pour avoir accès au financement de Femmes et Sœurs, une entreprise doit être détenue au moins à 25 par une femme et dirigée par la femme. Mais dans les faits, on finance et on accompagne une multitude d'entreprises dont la propriété est partagée entre différents associés et souvent des hommes et des femmes. On a plusieurs couples en affaires, on a des associés, des groupes d'associés en affaires et on les accompagne tous, qu'ils soient hommes ou femmes. Dans le fond, ce qu'on accompagne, ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès à toute une panoplie de ressources pour nous assurer que cette entreprise-là, qui est à propriété féminine ou maintenant qui est à propriété diversifiée ou inclusive, on lui donne les moyens d'avoir le succès qu'elle mérite et de faire sa place dans notre économie. Et ça a été fait avec des partenaires? Des super partenaires. On peut peut-être les saluer. Absolument. Puis vraiment, je tiens à saluer leur audace et d'avoir cru en notre projet, Isabelle. Ça prend des partenaires qui ont la foi en ce qu'on fait puis qui ont des valeurs partagées avec nous. Oui. Alors, Banque nationale, BDC, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action et Fonds d'action, je tiens à souligner, qui sont avec nous depuis 20 ans déjà, qui renouvellent encore une fois. Et évidemment, le gouvernement du Québec et Investissement Québec qui ont été un peu, je dirais, la bougie d'allumage de ce beau projet-là. Ah bien, félicitations. Merci à tous les partenaires. Félicitations. Et c'est vrai, on va se retrouver un petit peu plus tard au cours de l'émission. Là, on va prendre une pause d'1 minute, puis on vous revient avec les premiers invités qui sont Daniel Henkel et Mélanie Paul. Passionnées, visionnaires. Elles sont entrepreneurs et transforment positivement notre société. Chez Femmes et Sœurs, nous sommes là pour elles. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève d'entreprise, Femmes et Sœurs, en collaboration avec ses partenaires, offre du financement adapté. Mais ce qui fait la distinction de Femmes et Sœurs, c'est son accompagnement personnalisé et soutenu. Dans le but d'aider les femmes à développer leur plein potentiel entrepreneurial, Femmes et Sœurs a des financements, accompagnements et services complémentaires. Pour qu'il y ait plus d'entreprises à propriété féminine au Québec et parce que les entrepreneurs contribuent à la création d'un monde meilleur, nous sommes là pour elles. Femmes et Sœurs, financement plus accompagnement. On commence fort avec 2 femmes hyper inspirantes. Je vais vous les présenter avec leur pedigree, même si vous les connaissez déjà très bien. Alors, Daniel Henkel, entrepreneur, conférencière, conseillère stratégique et autrice. Puis là, je pourrais en rajouter.
Elle siège également à plusieurs conseils d'administration et s'implique dans de nombreuses causes qui lui tiennent à cœur. Elle est porte-étendard de l'entrepreneuriat féminin et de la diversité, puis elle n'hésite évidemment pas d'utiliser son média numérique qui est danielhenkel.tv pour sensibiliser et faire rayonner aussi les initiatives qui contribuent au bien commun. Elle est aussi porte-parole pour Femmes et Sœurs. C'est assez récent quand même, cet ajout. Puis elle joint sa voix donc à celle de Séverine ainsi qu'aux directrices dans les 17 régions à travers le Québec. Danielle, contente de te retrouver. Merci infiniment. Merci à toi, Isabelle. Je suis très émue. On va avoir du plaisir. On va avoir beaucoup de plaisir. Beaucoup. Et je vous l'ai dit, une autre femme hyper inspirante. Alors, Mélanie est présidente d'Inukshuk Synergie et coprésidente et directrice générale d'Aqua Nature. En plus de travailler dans son entreprise familiale depuis près de 20 ans, c'est d'ailleurs en travaillant avec sa famille qu'elle a développé toutes ses aptitudes d'entrepreneuriat. Elle a par la suite complété son développement par plusieurs formations et elle a fréquenté l'école d'entrepreneurship de Beauce qu'elle a adorée. Elle a été la première entrepreneure autochtone à y graduer. Donc, Mélanie marque l'histoire. Elle s'est beaucoup impliquée socialement, puis ça lui a d'ailleurs valu plein de prix et mérites. Et l'an dernier, elle a participé au mouvement Ensemble Inc., peut-être que vous connaissez, c'est un mouvement du milieu des affaires là, pour se mobiliser en faveur d'une relance économique innovante qui mettait de l'avant-plan la diversité et l'équité. On va revenir sur ça un peu plus tard. Et en novembre 2020, elle a été reconnue pour sa contribution à créer un monde meilleur et a été sélectionnée pour faire partie de la campagne La force de l'impact des 100 entrepreneurs qui changent le monde de Femmes et Sœurs. Mélanie, aussi un plaisir de t'avoir ici. Merci, merci. Plaisir pour moi. Alors, je vais commencer avec Danielle. Je veux que tu nous parles évidemment de l'importance que tu accordes à la diversité, l'inclusion pour la relance économique. Mais écoute, l'important, c'est parce que je le suis, je le vis. Ouais. J'en fais partie depuis toujours et je trouvais que malheureusement, nous étions un peu mis de côté dans nos aspirations, nos besoins, nos outils. C'est comme s'il y avait des silos depuis toujours. Donc, je parle quand même il y a 30 ans. Puis ici, on parle d'évolution. Il y en a une, mais elle est très minime. Donc, je trouve que l'annonce d'aujourd'hui, sérieusement, là, c'est tellement un pas de géant. Parce que là, on va parler des femmes, mais on parle des femmes, on parle de la diversité, elles font partie de la diversité, mais on inclut maintenant les personnes, les communautés, les entrepreneurs qui ont été sous-représentés et qui le sont encore. Donc, pour moi, c'est une évolution, c'est une inclusion, mais pas dans le sens où, ben là, il faut inclure. Non, pas du tout. C'est comme la compétence, les compétences, l'expertise, l'expérience qu'a concocté Femmes et Sœurs depuis 25 ans, eh bien, pour un pan de la diversité qui sont les femmes, ben aujourd'hui, cette expertise-là va pouvoir être mise à contribution pour cette diversité-là. Donc, on ne part pas de zéro, Isabelle. Oui. On ne réinvente pas la roue, on améliore les choses. On va parler d'inclusion, mais d'inclusion collective. C'est inimaginable qu'une province aussi importante que le Québec au niveau entrepreneurial, parce qu'on est vraiment des pépites, un écosystème incroyable, comment fait-on pour, de façon presque inconsciente, quasiment, parce qu'il faut le dire, c'est inconscient, c'est pas possible sinon, de mettre de côté presque 50% de notre potentiel. Comment on fait ça? Donc aujourd'hui, on va sensibiliser, on va travailler avec des organisations, avec des communautés pour rassembler. C'est pas Femmes et Sœurs, c'est Femmes et Sœurs plus. Plus, j'adore ça. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, Mélanie et Danielle étaient présentes à l'annonce ce matin avec Séverine. Donc, et je sais que l'importance d'avoir des modèles, autant féminins, mais issus de la diversité en entrepreneuriat, c'est hyper important. Je sais que tu en as parlé à plusieurs reprises. Oui. Mélanie aussi, ton identité autochtone, elle est extrêmement importante. Je veux que tu me parles de cette mission-là que tu t'es donnée, toi aussi. Oui. Bien, en fait, si je pars de mon histoire à moi, j'ai grandi dans une communauté autochtone. J'ai côtoyé le monde autochtone, les différentes problématiques, mais aussi,
j'ai eu la chance d'avoir un papa entrepreneur, un papa qui voyait puis qui voulait changer les choses, qui voulait améliorer les conditions des communautés autochtones. Ça m'a pris du temps avant de comprendre que l'histoire qu'on parle encore aujourd'hui, quel impact cette histoire-là, ce que les Premières Nations ont vécu, comment ça a eu un impact au fil du temps, puis que ça a encore un impact aujourd'hui par rapport à la perte d'identité, par rapport à la recherche de sens, parce que les gens veulent avancer, veulent évoluer. Puis moi, je pense que les meilleurs outils pour le faire, c'est en créant des entreprises, en créant du développement ensemble, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, parce que pour moi, les deux ont toujours été interreliés. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en service social. Maintenant, ça fait 20 ans que je suis en entreprise. Puis je le dis souvent, le pont entre le monde social et le monde économique est interrelié. Puis je pense que pour les Premières Nations, ce qui va nous aider à avancer, ce qui va nous aider d'une certaine façon, c'est justement de s'investir dans des projets porteurs à travers lesquels les gens vont retrouver un sens, puis leur essence profonde aussi, là, à travers ce qui les passionne, à travers ce qui les aspire. C'est leur donner la chance aussi de montrer ce dont ils sont capables, puis d'avoir arrivé à la ligne d'arrivée, en tout cas partir à la ligne d'arrivée à la même place que tout le monde. Bien oui, parce qu'en fait, avec ce que les gens ont vécu dans le passé, puis il ne faut pas s'accrocher au passé, au contraire, il faut aller vers l'avenir. C'est là-dessus qu'on va focusser, mais en fait, justement, redonner confiance aux gens, qu'ils soient fiers de leur identité. Puis moi, ça m'a pris un certain temps. Je me sentais un peu entre les deux mondes, je dois dire. Tu sais, le fait d'avoir créé des réserves, le fait d'avoir, de côtoyer aussi les gens allochtones. On parle d'autochtones et d'allochtones pour non-autochtones. Bien, moi, je me disais, je suis autochtone, mais j'ai une partie de moi qui fait partie du Québec. Puis je pense qu'il n'y a pas à avoir de dualité entre les deux, mais il y a à avoir une unicité. On le dit souvent, tu sais, c'est le nous qui va faire qu'on va construire des choses porteurs pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre, hein, nos différences Incroyable. qui nous rassemblent. On dirait que, tu sais, quand tu es sur le terrain, Isabelle, lorsque tu vois, tu entends, tu ressens, tu vis. Je côtoie Femmes et Sœurs depuis plus de 15 ans. Oui. Je vis, j'ai entendu ces femmes qui aussi, souvent, sont en collaboration ou en partenariat avec des hommes, avec d'autres femmes. Et tu te rends compte que c'est la même chose qui revient. C'est ce besoin-là de reconnaître l'autre dans sa différence. Oui. Et donc, je me suis dit, mais si j'écrivais un essai pour simplement sensibiliser les gens à, mais nous sommes tous différents. Mais tous, regardons-nous aujourd'hui, il n'y a personne qui ressemble à personne. Même si j'essaie de te ressembler, Danielle. Il faut surtout pas. Surtout pas. Oh. Mais c'est ça la beauté. Oui. Elle a son identité, Mélanie. Elle est autochtone. Elle fait partie des Premières Nations. Il y a une culture. Mais moi, je veux la comprendre. Je veux apprendre d'elle. Je veux recevoir cette richesse-là. Et elle est intéressée à la mienne. C'est ça ce qu'on veut essayer de démontrer. C'est qu'il n'y a plus de toi dans ton monde, toi dans ta culture. Oui. Non, on est ici, ensemble, vers une économie qui doit absolument se relever. Nous avons ce pouvoir-là, Isabelle, mais on ne peut plus ignorer que le travail collectif et les responsabilités collectives sont importantes. Et l'impact qu'on va avoir dans notre environnement, pour nos enfants, pour ce qu'on mange, pour ce qu'on respire, il faut aujourd'hui de plus en plus. Puis je m'excuse de le dire, mesdames et messieurs, mais surtout messieurs, mais les femmes ont quand même une certaine conscience, on dirait, du fait qu'on soit maman. Tu remarqueras que la plupart des entreprises, on l'a fait avec les 100 entrepreneurs qui changent le monde, eh bien tu verras, elles sont pratiquement toutes dans des entreprises qui ont un impact sociétal important de respect. Et je suis contente qu'on parle de cette idée-là d'utiliser les forces de chacun pour s'entraider. Ça fait penser, Mélanie, tu sais où est-ce que je veux m'en aller? Hein? Alors, raconte ton histoire quand tu étais à l'école d'entrepreneur de la Beauce. Oui. Bien, en fait, on a eu un atelier à un moment donné à l'école de Beauce parce que c'était des entrepreneurs-entraîneurs qui venaient, c'est le principe de l'école, donc qui venaient nous rencontrer.
Puis moi, on avait fait le test de personnalité, là, qui sont les différents types de couleurs. Puis moi, juste pour faire une histoire courte, je suis une rassembleuse. J'aime rassembler les gens, unir les forces de chacun. Ça fait partie de moi, c'est naturel. Puis l'entrepreneur-entraîneur avait une activité brise-glace au départ à nous faire qui était de grimper sur 3 blocs de sport à des hauteurs différentes. Puis c'était des steps, en fait. Fallait choisir le step sur lequel on pensait être capable de sauter. Il y en avait un qui m'arrivait au genou, il y en avait un qui arrivait à peu près à la mi-cuisse, puis l'autre, le plus haut, était à la hauteur des hanches. Donc, je regarde les blocs, puis là, on est 24 entrepreneurs, puis chacun, il va individuellement, à tour de rôle, sauter sur le bloc qu'il pense atteindre. Puis sur les 24, là, la majorité ont sauté sur le plus petit et le moyen. Il y a quelques grands hommes qui ont voulu sauter sur le plus haut, puis sur les 4 qui ont voulu le faire, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont réussi. Moi, j'étais dans les dernières, puis quand je suis arrivée en dernier, j'ai regardé l'entrepreneur, puis j'ai dit, est-ce que je peux demander de l'aide? Puis là, elle me dit, bien, je me suis jamais fait poser la question, mais pourquoi pas, tu sais, j'ai jamais dit que tu peux pas demander d'aide. Fait que j'ai pris les 2 plus grands gars, les 2 plus grands hommes de la place et j'ai sauté sur le plus haut. Pour moi, là, c'était de briser tout le système de croyance que les gens se sont eux-mêmes mis, parce qu'en réalité, elle n'avait aucune règle dans ce sens-là. Puis de dire, bien, pour moi, c'est comme si je veux grandir, il faut que je m'allie de gens plus grands que moi, puis pas avoir peur de demander de l'aide de gens qui ont des compétences plus élevées que les nôtres. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer. C'est un échange, hein? C'est un échange, Mélanie. Oui, parce que je vais rebondir, si tu permets, là-dessus, parce que c'est extraordinaire. C'est généralement, les femmes ont comme de la pudeur à demander de l'aide. On veut faire plus et mieux toujours, parce que c'est comme ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Mais en même temps, je mets une mise en garde, parce que pour le vivre et pour l'entendre autour de moi, c'est que des fois, on demande de l'aide, mais unidirectionnelle. Effectivement. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de ou tes connaissances, ou tes contacts, ou tes partages, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour toi aussi? Et ça, c'est important de le dire parce que c'est jamais une seule direction. Sinon, ça s'épuise. C'est comme une denrée rare que tu vas prendre et que tu vas épuiser, comme on a fait avec les ressources naturelles de cette terre. On les a épuisées. On ne peut pas faire ça. C'est un échange. Et ça devient plus facile de demander de l'aide quand on sait qu'on va pouvoir aussi redonner. Je pense que ça aide la situation. Absolument. Mais on peut toujours tout redonner, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, on pense, mais oui, mais moi, j'ai pas de contact. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu peux donner? De ton temps, peut-être? Comme bénévole dans une cause que moi, je porte? Peu importe. Oui. Mais redonner. Penser à l'autre. L'échange, le mot échange est un... Et parlons donc de cette entraide, de cet échange, d'unir les forces, parce que la première fois qu'on va en parler publiquement? Oui. Ça vous tente dessus ou là, je vous mets dans l'embarras? Non, on en parle. On va en parler. Alors, vous avez décidé d'unir vos forces, Mélanie, pour un projet qui est vraiment très beau. Vraiment très beau. Et quand tu m'en as parlé, j'en avais des frissons. Oui, on a eu des frissons. Vas-y donc. Écoute, en fait, quand il y a eu le mouvement Ensemble Inc. que tu parlais tout à l'heure à l'automne dernier, à laquelle j'ai pris part, puis l'objectif était vraiment de créer un mouvement à travers lequel différents entrepreneurs Ensemble Inc. du Québec s'engageaient à faire une différence puis à poser des actions concrètes parce qu'on se dit souvent c'est par l'action. On peut en parler longtemps de la diversité culturelle, mais si on ne pose pas des gestes concrets, on n'avance pas. Donc, l'objectif, c'était que les entrepreneurs s'engagent à poser des gestes dans leurs organisations puis qu'ils challengent un autre entrepreneur à faire la même chose. Moi, personnellement, j'ai signé la lettre dans la presse co-signée avec 30 autres entrepreneurs du Québec. Puis je me suis engagée à créer un incubateur accélérateur pour les femmes autochtones au Québec. Parce que je le vois, moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon père, par différents mentors dans ma vie. Puis ça a vraiment eu un effet porteur puis un effet bénéfique de par les entreprises que j'ai aujourd'hui qui peuvent servir de levier puis aller un peu plus loin à travers la responsabilité sociale, économique. Mais moi, je pense que l'objectif de cet incubateur-là que j'ai lancé, ça va être de créer un cercle qui va s'appeler le cercle Mocassin et Talons hauts. J'adore. Talons hauts. Ben oui. Pour moi, j'ai oublié mes mocassins aujourd'hui, mais j'en porte. Mais écoute, tu sais, pour moi, c'est très imagé, mais c'est très porteur de sens aussi, parce que ça représente, la dualité intérieure que j'ai souvent eue,
puis qu'on ne devrait pas avoir, on n'a pas à choisir mon identité profonde, mes racines sont là, ils vont rester là, puis ils font partie de moi, puis c'est important qu'ils soient là. Mais j'ai aussi des forces puis une complémentarité, puis tu sais, on est tous interreliés, on le dit souvent. Fait que c'est l'approche holistique de se rassembler ensemble. Puis dans ça, ce que je vois dans le cercle, c'est vraiment de rassembler les femmes entrepreneurs autochtones et allochtones pour créer des maillages, des marraines avec les femmes autochtones, parce que c'est pas juste de démarrer une entreprise, mais c'est d'être accompagné à différents moments aussi à travers lesquels on peut avoir besoin d'aide. Puis moi, ben j'ai choisi Mme Emkel comme marraine pour le projet, puis elle a accepté. Donc, pour moi, c'est un grand honneur parce que ça fait longtemps que c'est un modèle pour moi, puis un modèle de femme entrepreneur au niveau des Premières Nations, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est ce qu'on veut faire aussi avec DanielleHenkel.tv, d'aller chercher des partenaires financiers, des marraines, des gens qui vont nous aider à modéliser, montrer une autre image des femmes autochtones, montrer qu'il y en a des réussites, il y en a des belles entreprises, puis des projets porteurs, là, quand même. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est... Et donc, pour ceux qui sont à l'écoute et qui vous seraient intéressés, ils vont toujours pouvoir le faire. Puis, Danielle, qu'est-ce que ça représente pour toi, donc? Qu'est-ce que ça veut dire d'être marraine? Écoute, honnêtement, je suis très émue parce que lorsque j'ai rencontré Mélanie, d'abord, ça a été instantané. Puis elle me disait, je rêve parce que, sans vous le dire, c'est ce que j'aspirais à. C'est aspirer à avoir une marraine. Je l'ai dit tout à l'heure, pas parce que je vais savoir plus qu'elle ou parce que j'ai des choses à lui montrer. Ça, c'est pas là du tout. C'est ce besoin que nous avons, les femmes, et puis il faut le dire, puis c'est parfait, c'est d'être inspirées l'une de l'autre. Donc, je veux apprendre de cette culture, de ses origines, de ce qui l'a amené à devenir entrepreneur, de ce qui a été, quels ont été ses défis, puis qu'elle comprenne les miens, puis comment, ensemble, on peut aider d'autres femmes, autant allochtones que autochtones. Et c'est de rassembler d'autres femmes, d'autres marraines allochtones qui vont aider, mais même pas aider, mais propulser. Propulser. J'aime ce mot-là. Vraiment. Parce qu'on a une idée qui n'est pas juste de ce qui se passe chez les entrepreneurs qui sont autochtones. J'y suis allée. Et il y a des histoires incroyables. Il y a des générations entières. Il y a de l'aide, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Comme on a fait avec les femmes, comme on va faire avec la diversité, on va faire avec Mélanie. Et Mélanie, qui d'autre que mieux qu'elle, dans le respect de sa culture, de ses origines, eh bien, je vais y aller en espérant qu'on puisse faire une différence. Et je suis convaincue qu'on va le faire. Mais absolument. Puis je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, qui vont être intéressés. Puis il y a vraiment l'idée de la transmission de femmes entrepreneurs à une autre, comme la transmission ancestrale qui est très forte. Parce que dans les phases, les différentes phases, dans le fond, il y a la phase de modéliser des femmes autochtones, de mettre en lumière ces femmes-là, de les faire briller parce qu'ils méritent de briller aussi. Puis la phase 2 qui va être justement un accompagnement pour les aider pour les propulser, comme on a dit. Là. Moi, j'adore le mot, là. Je le retiens. Donc, propulser les entreprises femmes autochtones. Puis là, ça va être d'évaluer les besoins, mais par la formation, une formation qui va être collée à la réalité d'apprentissage par transmission culturelle, effectivement, puis par des modèles encore là qui leur parlent, qui leur ressemblent, qui rejoignent leurs valeurs. Puis on en discutait hier, justement, avec Mme Henkel. L'idée, c'est de co-créer ensemble aussi. C'est d'unir nos forces, unir notre énergie pour pas faire 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. Parce qu'ensemble, on crée quelque chose de différent, de nouveau, d'innovant, qui va nous emmener encore plus loin. Vous êtes toutes les deux très inspirantes. J'ai adoré vous entendre. Véronique, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a reçu des questions? En fait, j'ai beaucoup de commentaires dans le clavardage. Ah, veux-tu les partager? Ben oui, absolument. En fait, 2 éléments qui ressortent vraiment beaucoup. Un, l'importance des modèles. Madame Henkel, vous êtes un modèle inspirant pour les entrepreneurs, pour les femmes. Donc, encore plusieurs commentaires qui vont en ce sens-là. Mélanie également, donc on a fait mention aussi de l'importance d'avoir des modèles.
Tu es aussi un modèle inspirant d'entrepreneur. Donc, on a pu découvrir notamment ton profil dans le cadre de notre édition spéciale de la revue Coup de pouce, en fait, avec la campagne des sens d'entrepreneurs qui change le monde. Donc, on parle de l'importance des modèles, mais aussi d'avoir des modèles différents qui nous ressemblent. Donc, c'est un élément qui est ressorti. Et le deuxième élément, l'anecdote, Mélanie, sur l'École d'entrepreneurship de Beauce, ça fait beaucoup, beaucoup réagir. Donc, il y a des gens qui disent, Nathalie qui disait, entre autres, c'est fascinant de voir que des fois, on est nos propres limites. Oui, Donc, toujours. il faut aller plus loin, il faut dépasser ça et oser demander de l'aide. Donc, l'image est très, très forte, puis je pense que ça va rester imprégné Oui. dans la tête des gens, puis qu'ils vont s'inspirer de ça pour, justement, oser demander de l'aide pour aller plus loin. Hey, moi, je vais tester ça avec mes garçons. Je vais leur faire le test, je vais voir comment ils vont réagir. Je suis super excitée. Aidez-moi. Oui, mais ça peut être un test aussi qu'on peut faire à nos employés juste Mais pour, oui. après ça, tu sais, réaliser Mais qu'on oui. on est tous bloqués. Puis en n'ose fait, pas. on a tous besoin un de l'autre. C'est le Exactement. nous qui va faire qu'on réussit. Ou alors, c'est vouloir impressionner en sachant qu'on n'a peut-être pas tous les outils. Alors Oui. que ce serait plus simple de simplement tendre la main. C'est d'oser aussi démontrer sa vulnérabilité. C'est surtout Vraiment. ça. C'est vulnérabilité ne veut pas dire ne pas être capable de. Vulnérabilité veut dire, au contraire, force. Oui. Parce que c'est pas donné à tout le monde de dire je sais pas, je peux pas, peux-tu m'aider? Oui. L'intelligence émotionnelle. Voilà. Voilà. Et laisser son ego de côté. Je sais de quoi je parle, Oui. je suis en télévision. Hein, l'ego, on sait qu'on en a. Oui, oui, oui. Ça sert quelquefois. Oui, oui, ça propulse, Oui. mais des fois, ça repulse. Oui. Véronique, est-ce qu'on a les noms de... Parce que je sais que Mélanie avait un Oui, coffret, hein? j'en ai parlé, c'est vrai, d'entrée de jeu, des boîtes découvertes Oui, de oui. l'entreprise Aquanature. Donc, effectivement, on a des gagnantes, puis là, je vais les retrouver. J'étais tellement dans la conversation. Ah, excuse-moi. Mais je vais les retrouver parce que je suis certaine que Mais, ces personnes-là, les personnes qui sont à l'écoute, ont hâte de voir. Donc, oui, j'ai le nom de 3 gagnantes. Donc, je vais les nommer. C'est Mme Josée Paulin de Sherbrooke, Tricia Lauzon de La Chute et Elvire Toffa de Trois-Rivières. Donc, c'est nos 3 gagnantes des magnifiques boîtes découvertes de l'entreprise Aquanature. On va prendre des photos pour les partager à tout le monde, les mettre sur nos réseaux. Donc, on va communiquer avec vous pour pouvoir vous les transmettre. Est-ce que je peux dire que j'aimerais faire tirer aussi 3 livres? Vous ferez quand vous voudrez, mais mes 3 livres du dernier livre. Alors, on rajoute les Les 3 différences. livres. C'est noté, donc on s'en Merci, occupe au niveau du Danielle. Ça tirage. fait plaisir. Merci à toutes les deux. Je veux juste aussi prendre quelques instants, pour remercier les partenaires de l'événement, évidemment, qui sont très précieux. Sinon, on ne serait pas capable de vous offrir l'après-midi qu'on a ici aujourd'hui. Donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Banque nationale, la BDC, Investissement Québec, l'Ordre de CPA, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, le DOC 619 qui nous reçoit, l'agence Web Diffusion et Cascade. Alors, merci à tous ces partenaires-là et qui vous ont mis aussi du contenu de plus dans la page partenaire de l'événement sur la plateforme Eventbrite. Alors, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Alors là, on va faire une courte pause et au retour, je suis avec Souleka Monpetit et Jean-Martin Fortier. On va parler d'innovation et de mélanger des choses qui peut-être se mélangent pas au départ. Et si on entreprenait de joindre nos multiples forces pour développer ensemble notre plein potentiel? Entreprendre maintenant, Banque nationale. Il y a vraiment une amélioration au niveau de la place que les femmes prennent au niveau du capital de risque. Je suis vraiment fière que chez Investissement Québec, on est en train de bâtir une base de données qui suit les 70 fonds dans lesquels on a investi. Ces 70 fonds, à leur tour, investissent dans 1200 compagnies, incluant 600 compagnies au Québec. Et on rajoute un critère qui est des sociétés qui sont gérées par des femmes. Donc, on est vraiment capable de faire un suivi et d'évaluer nos gestionnaires de portefeuille pour s'assurer qu'ils investissent dans des sociétés gérées par des femmes. Et donc, ça devient un critère d'évaluation pour nos investissements. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber.
pas de rêver. Parce que vous êtes ici pour faire avancer votre entreprise. BDC est ici pour ce qui s'en vient. BDC, la Banque des entrepreneurs canadiens. Et si on entreprenait de bâtir un meilleur avenir pour nos enfants, tout en prenant soin de notre planète? Entreprendre maintenant, Banque nationale. Alors, vous savez que le thème aujourd'hui, c'est Ensemble. Et là, avec ces deux-là, on va parler de œuvrer ensemble pour réinventer une industrie. Alors, je vous les présente. Sulika Monpetit, qui est une entrepreneure numérique qui utilise le pouvoir de la communauté, de l'éducation et du contenu pour contribuer à un monde meilleur. Elle est aussi conseillère, coach et conférencière. Et on a Jean-Martin Fortier, qui est un fermier, enseignant et auteur primé du best-seller Le jardinier maraîcher, reconnu à travers le monde comme une autorité sur la production maraîchère bio-intensive. Il a inspiré évidemment des centaines de milliers de lecteurs avec son modèle d'agriculture à l'échelle humaine, écologique et rentable. Et ensemble, ils ont fondé l'Institut jardinier maraîcher, une entreprise sociale d'impact qui a comme mission d'inspirer, d'éduquer et d'outiller les gens afin de multiplier le nombre de petites fermes régénératives et ainsi favoriser une transition agricole écologique, et ce, partout à travers le monde worldwide. Hey, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu souris en partant? Ça te fait rire, tout ça? Sulika, peux-tu d'abord nous parler de l'entreprise? Oui, donc l'Institut jardinier maraîcher, en fait, c'est un scope. On s'apprête à se renommer l'Institut jardinier maraîcher. C'est une entreprise que Jean-Martin et moi, on a fondée ensemble. En fait, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite vu qu'il y avait vraiment un potentiel pour utiliser le web pour transmettre l'enseignement à beaucoup plus de gens. Donc, ce qu'on fait, en fait, on fait des cours en ligne qui sont destinés aux gens qui veulent devenir maraîchers bio ou qui le font déjà. Puis, depuis qu'on a lancé notre entreprise il y a 4 ans, on a maintenant des milliers d'élèves dans 65 pays. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment aller au-delà de nos espérances. On espérait et on croyait que ça allait marcher, mais ça a vraiment dépassé nos attentes. Mais qu'est-ce qui t'a dit « Hey, moi, je pourrais m'associer à lui ». Bien, en fait, tu sais, quand on s'est rencontrés, moi, je suis une autodidacte en web, je fais des années de site web, puis on avait un ami en commun qui nous a mis en contact. Jean-Martin avait déjà son livre, il faisait des conférences, des formations, puis il commençait à être tanné de passer son temps sur la route. Puis moi, j'avais déjà été, ça fait 5-6 ans de ça, puis j'avais déjà été en contact avec des gens qui font du coaching en ligne, donc c'était émergent à ce moment-là, ces modèles d'affaires-là. Mais moi, j'avais trouvé, c'est brillant tout ça. Fait que finalement, quand j'ai rencontré Jean-Martin, notre premier meeting, je me souviens que j'ai dit, il faudrait que tu fasses un cours en ligne, ça serait bon, tu sais. Hey, j'adore votre histoire. Puis, Jean-Martin, on peut dire que tu as révolutionné le monde de l'agriculture, passer de l'agriculture de masse à l'agriculture par la masse. Comment t'expliques ta réussite? Bien, moi, je pense que c'est une très bonne question, mais je pense que c'est de bien s'entourer. Je me souviens très bien, au début, Sulika me proposait ça, puis je n'étais pas vraiment ouvert parce que je sais pas, j'étais dans mes affaires, puis... Ça a été quoi ta première réaction? Bien, ça a été, c'est ça, j'ai dit, écoute, moi, je ne veux pas en faire plus, là, je veux en faire moins. Tu sais, j'ai eu une période de ma vie où j'étais un peu submergé par tout le succès que j'avais, parce que c'était pas juste au Québec, c'était aux États-Unis, c'était partout, c'était gros pour moi. Tu sais, j'étais quand même sur une ferme pendant 12 ans de ma vie à pas savoir qui est qui dans le monde, là. Puis là, tout d'un coup, tu sais... Toi, tu regardais pas Chambre en ville, disons. Peut-être Chambre en ville, mais ça, c'était avant. Mais tu sais, je savais pas c'était qui Kim Kardashian. Puis tout ça, moi, je connaissais pas ça. Bravo, tu n'es pas encore sain d'esprit. Puis, c'est dans mes succès dans ma vie, pour répondre à ta question, ça a été des rencontres de gens qui ont compris ma vision, qui n'est pas juste ma vision, qui est une vision que beaucoup de gens veulent manifester. Puis de les embarquer dans mon aventure, mais de leur donner beaucoup de confiance. Tu sais, Sulika, dans le fond, tout le mérite qu'on a lui revient en très, très grande partie parce que ça a été l'architecte de tout ça. Puis moi, j'ai juste continué à faire ce que je faisais avant, mais là, c'est comme si ma plateforme est devenue tellement plus grande, internationale. Puis on rentre dans les maisons des gens, là. Puis tu sais, un cours en ligne, ce qu'on fait, c'est pas sexy, là. C'est vraiment... Tu sais, les carottes, on les tire comme ça. C'est vraiment très précis, puis les gens veulent ça, ils embarquent. Explique-nous exactement ce que vous offrez. Bon, quand écoute, tu dis on rentre chez les gens, parce que tu as quand même une technique que tu as
que tu as élaborée, qui est quand même particulière, parce que pour moi, puis peut-être que j'ai complètement tort, là, pour moi, l'agriculture, c'est quand même quelque chose d'intuitif, c'est essai-erreur. Toi, tu as inventé une formule qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'essai-erreur, là. Ça va fonctionner, puis je vais vous expliquer comment. Oui, bien, écoute, c'est vraiment une recette. OK, comme un cuisinier, il y a plein de façons de faire plein de recettes, mais à un moment donné, tu veux travailler avec un grand chef qui va te donner, lui, exactement comment il travaille, mais c'est pas juste de faire la recette, c'est comment il fait sa mise en place, comment il fait son service, comment il va gérer son restaurant, comment il gère l'accueil. C'est tous les éléments sur une ferme bio, quand on fait ce qu'on fait, c'est pas juste de faire pousser des légumes, c'est aussi gérer tes équipes, c'est comment motiver, c'est comment engager, c'est toute une panoplie de phases entrepreneuriales. Puis nous, on les décortique. Puis à l'aide du web puis du vidéo, on vient faire des montages qui disent, bon, mais voici comment on fait telle chose. Puis moi, je suis là pour expliquer pourquoi on le fait comme ça puis pourquoi ça fonctionne. Puis après ça, bien, l'idée, c'est que les gens peuvent suivre cette recette-là. Puis éventuellement, ils peuvent se détacher puis faire à leur manière, mais pour beaucoup qui commencent dans le métier, quand il y a 100 façons de faire quelque chose, il n'y en a comme pas. C'est mélangeant, tu ne sais plus, là, tu sais. À un moment donné, tu dis, OK, bien moi, c'est Ricardo, puis moi, je fais les recettes de Ricardo, puis ça marche, puis je suis content. Puis, tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on a développé. Puis, dans le monde de l'agriculture bio, il n'y en avait pas de ça. Oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, puis qui, avec leur cœur, ils travaillent fort sur leur ferme, mais ils se plantent parce qu'ils manquent de technique, parce que c'est un métier difficile. Bien, moi, ce qui me charme beaucoup de votre histoire, en fait, c'est ça, c'est que c'est deux univers improbables qui se sont réunis puis qui ont créé une entreprise qui est maintenant, tu sais, à l'échelle mondiale. Fait que le fait de, justement, briser certains préjugés ou d'aller chercher deux éléments complètement opposés ou presque et les mettre ensemble, ça peut donner quelque chose d'explosif. Quand toi, au départ, tu essayais de le convaincre puis que ça semblait pas y tenter, ça a été quoi tes... Tu sais, comment tu es arrivé, justement, à le convaincre? Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui nous écoutent puis qui ont la même idée en tête pour une autre entreprise puis qui aimeraient ça avoir des conseils. Bien, initialement, ce qui était... Tu sais, Jean-Martin avait quand même besoin d'aide pour son site web, pour ses médias sociaux. Donc, tu sais, c'est comme si j'ai mis la table puis fait que j'ai rempli le besoin qui était déjà là. Puis là, on continuait à se connaître plus, puis d'avoir de l'affinité ensemble, devenir amis, connaître l'univers. Puis on en reparlait, puis on en reparlait. Puis ça l'a aussi, il y avait un timing, parce que c'est autour du moment que Jean-Martin commençait la ferme des 4 temps. Puis là, il y avait l'opportunité de former des gens. Alors qu'avant, à sa ferme, la Grelinette, avec sa conjointe Maud Hélène, c'est une très petite ferme, alors qu'à la ferme des 4 temps, il y avait 12-15 personnes, puis c'était la raison d'être de la ferme. Fait que tout à coup, tout était dans tout, finalement. Oui. Donc, puis je me souviens, initialement, j'avais une idée peut-être plus modeste, puis lui était comme « Ah, mais ça pourrait être hot, on pourrait faire le next level, puis ça va être le master, puis ça... » Tu sais, fait que je pense que j'ai peut-être accroché son ambition de faire avancer la recherche et le développement. Puis aussi, bien, on a amené notre ami aussi, qui est vidéaste dans le projet, fait que les trois ensemble, c'est comme si les trois irréductibles, on se lance là-dedans... puis on a tout appris sur le tas, là, vraiment, tu sais. Moi, monter le site web, la plateforme, la stratégie du produit, tout faire ça, mais... Puis, c'est drôle, on disait tantôt, on fait un événement web live aujourd'hui. Oui. Nous autres, on faisait des événements web live qu'on a crashé, on a eu plein de mésaventures. Il y avait trop de monde, puis on n'était pas organisés. C'est ça. Mais on a appris beaucoup depuis ce temps-là. Puis là, ce qu'on fait, c'est beaucoup de qualité. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, sous les cas, ça a été vraiment intéressant parce qu'on est parti à 3. Là, on est, je pense, 12 ou 13. Puis, tu sais, on continue. Puis, c'est toute l'évolution d'un parcours entrepreneurial aussi. Puis, ça c'est vraiment sous les cas qu'il y a tout ce chapeau-là. C'est de, bon, mais là, ça nous prend une personne aux ressources humaines, une personne en développement web, une personne en e-com. Puis, tout d'apprendre ça. Parce que pour moi, ça t'a permis de grossir aussi sans que tu sois obligé de... Qu'est-ce que, tu sais, tantôt, au début, tu m'as dit, ce qui m'a permis d'avoir de la réussite, du succès, c'est vraiment les gens avec qui je me suis associée. Qu'est-ce que tu as appris, justement, de travailler en partenariat? J'ai appris que c'est un processus, qu'on doit avoir des hauts et des bas. On va vivre des conflits ou des situations peut-être moins heureuses, mais qu'il faut garder à l'esprit que ces situations-là sont correctes parce que quand on passe au travers, on apprend à mieux se connaître, puis à se respecter, puis à se faire confiance. Puis ce que j'ai appris là aujourd'hui, c'est que ça prend quand même du temps.
Puis il faut être conscient de ça. Tu sais, quand on commence un partenariat, on est excité, ça va bien, c'est le fun. On voit les affinités, mais il faut comprendre qu'il va y avoir des petits moments moins le fun, puis que ces moments-là sont corrects aussi. Ça fait partie du parcours. Tu sais. Puis aujourd'hui, Suleyka et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Tu sais, on a vécu des hauts, des bas, des bonheurs, des malheurs, mais on a une belle complicité. Puis je trouve que c'est ça que j'ai appris. C'est comme une expérience humaine, finalement. Puis là, tu es ici avec Suleyka, mais est-ce qu'à chaque fois, tu préfères avoir des gens qui sont différents de toi? Est-ce que tu trouves que ça t'aide, toi, dans ton cheminement, ou au contraire, tu aimes mieux avoir des gens qui, dans le fond, sont plus proches de toi? Bien, il y avait une chose que Suleyka faisait qui est vraiment commandable, c'est qu'elle, sa business, avant qu'on travaille ensemble, c'était sur la pleine conscience puis l'idée de dire, en business, on peut aussi être là pour faire une différence positive. Donc, tu sais, d'avoir du purpose dans ce que tu fais. Moi, évidemment, ma mission, c'est ça. Puis ça, je pense qu'on a toujours gardé ça ensemble, puis ça nous permet d'attirer beaucoup de gens qui se remettent des fois un peu en question, qui travaillent, qui ont des gros salaires, qui font des affaires exceptionnelles, mais qui se disent, le but de tout ça, c'est quoi? Tandis que nous, dans notre entreprise, le but, c'est vraiment de changer le monde, puis on le fait pour vrai. On change des agriculteurs qui, eux, changent leur communauté, qui, eux, nourrissent des familles, puis tout ça, c'est direct, puis c'est concret. Fait que je sais plus ce que je disais, mais... non, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que ce but-là commun a uni les forces puis a fait en sorte que ça a attiré aussi d'autres mondes. Puis ça m'amène à poser, Suleyka, la question par rapport à vous former des gens maintenant. C'est à quel point l'idée de donner aussi, qui eux forment d'autres gens, là, à quel point l'idée de donner aux suivants fait partie de votre mission, est importante? Bien, c'est sûr que... Tu sais, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui veut vivre à travers nous, tu sais. C'est comme si on est motivé, il y a quelque chose qui nous pousse. Fait qu'on attire des gens de talent. Puis même nos équipes, comme Jean-Martin disait, c'est des gens qui ont travaillé en télé, en agence, en pub, dans tout ça. Puis eux, c'est ça qui les motive aussi. C'est quand on reçoit un témoignage, par exemple, d'un agriculteur en Europe ou aux États-Unis, de dire depuis que j'ai pris vos cours, tu sais, oui, genre j'ai doublé mes profits, tout ça, mais c'est aussi, on sent l'attachement qu'ils ont envers nous. Puis eux sont un peu, ils transmettent aussi ce message-là parce que eux, dans leur famille, dans leur communauté, ça a un impact pour eux. Fait que nous, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et en même temps, on est aussi une entreprise à but lucratif. Donc, je pense que c'est important, ce message-là, de comprendre que d'avoir du succès en affaires, ça peut être un moteur de transformation. Puis, on n'a pas besoin d'être une OBNL ou d'être une coop pour vouloir opérer de cette façon-là. Oui. J'ai demandé, Jean-Martin, tu sais, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a appris de travailler avec d'autres? Toi, qu'est-ce que tu as appris? Wow, c'est... un, c'est que être... en relation, tu sais, la bienveillance, c'est vraiment important. Puis plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on peut avoir un... C'est sûr qu'on se fait encore déclencher les uns avec les autres, puis je ne veux pas qu'on en parle beaucoup, mais ça fait partie de la vie, tu sais. Ben oui. Puis surtout dans les relations de travail, quand on essaie de faire des grandes choses, veut pas, nos enjeux vont monter à la surface, mais j'ai appris énormément, autant au niveau de comment voir le meilleur dans les gens, comment croire, puis vouloir le meilleur pour eux, autant dans nos équipes que les gens qu'on sert, tu sais. Parce que de se rappeler que c'est ça qu'on fait, on est au service d'eux. L'entreprise existe pour servir les gens. Oui. Tu sais, donc puis tu sais, après ça, je pourrais rentrer... Moi, j'ai toujours été plus travailleur autonome. J'étais une personne très indépendante avant. Puis là, maintenant, bien, je dirige une équipe. Fait que d'apprendre la force de l'équipe, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Puis là, c'est incroyable parce que Jean-Martin et moi, on est vraiment des personnes d'idées. Puis là, tout à coup, de voir qu'on peut avoir une idée, on la pitch au centre, puis là, puis il y a plein de choses qui se démarchent sans que nous, on ait besoin de trouver comment le faire. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, tu sais, de vivre ça pour la première fois. Ouais. Puis là, c'est quoi votre visée là, dans les 5-10 prochaines années? Ça ressemble à quoi? Bien, nous... Veux-tu moins travailler ou plus? Bien, moi, je veux travailler autant. C'est sûr que c'est une bonne question parce que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est accélérer la révolution agricole pour que les gens mangent bien puis que vraiment les petites fermes s'établissent de plus en plus. Mais j'ai pas à avoir ça sur mes épaules non plus, tu sais. J'ai contribué, je contribue. Puis ma vision à moyen terme, c'est qu'on continue à faire ce qu'on fait puis
qu'on aide l'harmonie. Tu sais, dans le fond, on est déjà vraiment... Tu sais, des fois, c'est juste pas parfait comme ça, mais tu sais, on est bien dans Oui. Puis tu sais, ça va croître, je le sais, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent changer de vie aussi. Surtout depuis la pandémie, là, les gens se sont dit, OK, moi, j'aimerais ça faire un chiffre dans ma vie, peut-être vivre à la campagne. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, écoute, faire pousser des légumes, ça fait partie de la campagne, c'est possible. Donc, tu sais, je pense que ça va s'accélérer. Puis, nous autres, on va garder le cap, on va s'assurer qu'on continue d'être pertinent, puis que... Puis, si j'ajouterais aussi, pour nous, on est vraiment dans une démarche en ce moment de mettre d'autres gens de l'avant puis faire avancer la communauté parce que, tu sais, l'idée, c'est pas que Jean-Martin, c'est le king. Le gourou. C'est le gourou, c'est le héros. En fait, c'est qu'on en voudrait des dizaines et des dizaines d'autres Jean-Martin ou d'autres gens qui peuvent inspirer d'autres. Fait que même dans notre entreprise, on travaille sur des projets qui tournent autour d'une communauté numérique. Puis aussi même produire d'autres talents, d'autres gens que peut-être dans d'autres secteurs en agriculture, mais qui ont des choses à partager. Fait qu'on a beaucoup de... On manque pas d'idées, disons. Non, mais c'est beau de voir votre passion, votre implication sociale, écologique, puis de voir le succès aussi que vous avez. Alors, félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Véronique, est-ce qu'on a des questions ou commentaires du public? J'ai un commentaire cadeau et une question. Donc, je vais avec le commentaire. C'est Caroline Chénier, en fait, des Sœurs Gatineau, qui dit à Suleka, à Jean-Martin, merci, une très grande inspiration pour moi dans mon parcours entrepreneurial. Merci pour ce que vous faites. Donc, je tenais à vous le souligner. C'est beau. Et des fans comme ça, vous en avez plusieurs, et même en coulisses, j'ai des collègues qui attendent pour des autographes après l'entrevue. Et il y a France, en fait, du Mont-Tremblant, qui dit c'est quoi les conseils que vous pourriez donner aux personnes, aux entrepreneurs qui veulent aller chercher justement des collaborateurs, mais des collaborateurs engagés? Parce que, tu sais, justement, la notion d'engagement fait la différence. Est-ce que c'est justement d'avoir exprimé haut et fort cette raison d'être là, puis d'aller chercher des gens qui vont justement se reconnaître dans cette raison d'être là? Je pense que d'être très clair dans ce que toi, tu proposes, puis dans toi, ce que tu veux faire, ça, c'est la priorité. Puis après ça, d'être à l'écoute de qu'est-ce que l'autre personne veut faire, puis qu'est-ce qu'elle recherche, puis d'essayer d'être sûr qu'il y a un match entre les deux. C'est comme un peu, moi, une des premières choses qui m'intéresse. C'est comme, moi, je suis très clair où je veux aller, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu veux. Puis tu sais, des fois, le monde, ils ne savent pas, des fois, un peu. Ils sont un peu mêlés. Fait qu'il faut un peu gratter, ça prend un petit peu de travail, mais plus vite on comprend ça, plus vite on peut faire un match. Puis en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, c'est après ça de les inclure comme rapidement dans la vision pour qu'eux puissent se l'approprier puis la développer avec leur talent. Mais ça, c'est vite dit, tu sais, il y a des étapes pour ça, puis... Oui, puis ça me fait penser, Isabelle, à ce que Mme Henkel parlait un peu plus tôt. Il y a vraiment quelque chose de bidirectionnel, donc c'est vraiment une union entre les deux. Oui, c'est vraiment la coopération, tu sais, on est très, très loin d'un modèle où, tu sais, on est des boss, puis toi, tu fais ça, puis... Tu sais, c'est vraiment, je dirais pas consensuel, parce que quand même, c'est pas ça, mais tu sais, c'est vraiment l'écoute. C'est l'écoute de tous, puis de s'assurer que tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, puis de les encourager. Moi, tu sais, moi, dans mon travail, je fais beaucoup ça, là, à la ferme, j'encourage. C'est fou, hein? Puis, tu sais, Suleka et moi, en ce moment, on est en train de se dire, le plus qu'on peut s'enlever de l'équation, des fois, c'est la meilleure chose, tu sais. Oui, non, mais c'est d'utiliser les forces de tout le monde, puis c'est pas parce que tu n'es pas boss que tu n'as pas des forces et tu ne peux pas apporter à l'entreprise. Puis c'est un peu ce que j'entends avec ta réponse. Est-ce qu'on a une dernière question? Il nous reste du temps. Bien, un petit commentaire, en fait. Suleka, vous avez parlé tantôt, justement, puis je pense que c'est une discussion qu'on avait eue aussi précédemment, mais du fait, justement, quand on co-entreprend avec quelqu'un d'autre, le fait de vouloir conspirer, en fait, au succès de l'autre. Puis je pense que c'est quelque chose qui vous a aussi motivé dans votre parcours, de dire, bien, je veux tellement que ça réussisse, pas juste pour moi, mais pour mon partenaire d'affaires. Donc, est-ce que c'est vrai, ça se traduit comme ça au quotidien? Bien, absolument. Tu sais, je pense qu'on vit dans une culture qui a beaucoup le culte du héros solo-entrepreneur. Puis moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui ont essayé de faire ça, des choses. Puis de justement, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec Jean-Martin, je croyais en sa vision, puis on dirait que je souhaitais ça pour lui. Fait qu'on dirait qu'il y a des moments que si j'avais été toute seule avec mon idée, j'aurais peut-être pas été au-delà de mes zones de confort ou au-delà de ce que je pensais être capable. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait me dépasser, finalement, tu sais.
Puis moi, je veux faire du pouce sur ce que tu dis parce que ça s'est passé comme ça, parce que moi, j'étais déjà un peu une vedette ou, tu sais, reconnue. Oui. J'avais déjà des choses, mais récemment, c'est comme si ça s'était inversé. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis vraiment à suivre ce que Suleyka est en train de faire, puis de comme être vraiment comme, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à Oui, réaliser parce que je vois où est-ce qu'elle veut aller, puis ça m'impressionne, puis fait que c'est vraiment le fun comment ça s'est fait. C'est vraiment cool. C'est très cool. Puis c'est ce que j'aime aussi, tu sais, l'idée qu'en s'aidant puis en voulant que l'autre réussisse. Puis je pense que ça devrait être comme ça, de toute façon, à la grandeur du Québec Inc. Là, on devrait tous vouloir le succès des uns et des autres, puis vouloir que tout le monde réussisse, parce que plus tout le monde réussit, plus notre Québec va être fort, en fait. Fait que moi, je vous souhaite encore énormément de succès. Merci. La superstar. Alors, merci beaucoup. On va faire une petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. Et si on entreprenait collectivement de changer les règles du jeu pour que demain, tout le monde ait les mêmes chances de jouer? Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Parce que vous êtes ici pour faire avancer votre entreprise. BDC est ici pour ce qui s'en vient. BDC, la Banque des entrepreneurs canadiens. Entreprendre ne se résume pas qu'à lancer les entreprises de demain, mais aussi à faire ce qu'il faut pour relancer celles d'aujourd'hui. Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Alors, je suis de retour avec Judith Feder et Georges Karam. Ils n'ont pas besoin de présentation, mais je vais le faire quand même. Alors, Judith est présidente et cofondatrice de Cookit, la toute première entreprise de prêt à cuisiner au Canada qui s'est donnée pour mission de changer la vie des gens en diminuant la charge mentale qu'on a avec la planification des repas et de réduire le gaspillage alimentaire. Précurseur de ce qui est devenu une révolution dans le milieu de l'alimentation, elle a cofondé Cookit en 2014 avec son conjoint. Ils sont toujours ensemble. Ça, c'est un exploit. L'entreprise a connu une croissance fulgurante. Et quelques années plus tard, il faisait l'acquisition des compagnies concurrentes, soit Cuisto et Miss Fresh, propriété de Métro. Alors, Judith, je ne pense pas me tromper si je dis que tu sais très bien t'entourer, parce que je vais faire une nomenclature de gens partenaires avec toi au cours des dernières années. Arlene Dickinson de Dragon's Den, Alain Bouchard de Couche-Tard. Tu fais partie de l'agence aussi Vivemcia avec notre amie Anne Marcotte, qu'on salue, qui nous regarde sûrement. J'ai parlé de ton conjoint, puis tu as 700 employés qui, on dirait, sont tous tes meilleurs amis. Fait que, vrai. Ensemble, toi, tu connais ça. Ah oui, vraiment. C'est ce que je réussis le mieux à m'entourer pour faire des choses. On va en reparler. Et Georges est lauréat du Grand Prix de l'entrepreneur 2012 d'Ernst & Young pour le Québec, catégorie B2B. Membre de la YPO, entraîneur à l'École d'entrepreneurship de Beauce et fier père de 2 enfants, je vais le préciser, Georges. Ouais. Et Georges continue à développer et à investir dans différents projets des entreprises émergentes du Canada et à l'étranger.
Ce qui est intéressant aussi, c'est son histoire hein, de parents qui dirigeaient des commerces, qui ont initié Georges à 10 ans. Et il était tellement compétent qu'à 12 ans, ses parents lui ont confié plusieurs quarts de travail. Ça, je ne sais pas si c'est Georges qui nous dit ça ou ses parents. Exploité, c'est ça. Moi, à 12 ans, ils ont compris quelque chose, Georges. Exactement. À 19 ans, il quitte le Liban pour... À cause de l'exploitation. À cause de l'exploitation de ses parents. Là, on va y faire toute une nouvelle histoire. Mais on dit que tu es arrivé au Canada avec 200 $ dans tes poches quand même. Maximum. C'est tellement une belle histoire. Alors, bac, évidemment, et en 2000, il entame un MBA. Il cofonde AIVA, une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques pour centres d'appel. Puis après ça, les associés fondent en 2013 Atelka, qui est une des plus grandes entreprises de gestion de contacts clients. Puis vous l'avez revendu. Oui, 2003. 2003. Et là, il y a aussi Cognibox, PDG de Cognibox, une entreprise spécialisée qui développe des solutions de pointe en matière de formation, de gestion de sous-traitants et de conformité pour le marché mondial. J'ai dit tout ça, mais je ne suis pas sûre de tout comprendre. Et évidemment, vous reconnaissez Dans l'œil du dragon en 2020, diffusé à Radio-Canada. Alors, bonjour à tous les deux. Merci. J'ai pris 20 minutes pour vous présenter. Oui, c'est fini. Isabelle, tu étais avec moi dans tous mes autres meetings après. C'est ma faute, je suis un peu plus âgé que toi, donc mon histoire est un peu plus longue, c'est tout. Mais les deux, vous avez des histoires intéressantes. Judith, je vais commencer avec toi. Tu sais, on parle du succès de Cookit, mais quand tu l'as lancé, là, est-ce que tu pensais avoir tout le succès que tu as aujourd'hui? Bien, honnêtement, oui. Bravo! En fait, pour moi, c'était vraiment... Moi, j'avais toujours voulu faire une grosse business, avoir un gros impact, puis je comprenais justement le pouvoir que l'alimentation et de révolutionner l'industrie alimentaire pouvait avoir sur les gens. Fait que mon premier pitch que j'ai fait, là, je le raconte souvent, mais mon premier pitch, j'étais à Femmes et Sœurs, puis moi, je leur disais, dans 5 ans, je vais avoir comme une business de 100 millions de chiffre d'affaires. Puis maintenant que je me mets dans leurs souliers, ils devaient se dire « Ouais, c'est bon, la craquée mentale. » Mais ils ont cru quand même. Ils ont fait un prêt de, je pense, 12 000 $. Puis moi, je suis partie avec mon petit 12 000 $. Puis je me suis dit « Let's go, on révolutionne l'industrie alimentaire. » Mais oui, je voyais ça comme ça. C'était exactement... je pense que la visuelle... Tu sais, mettons, au début, on nous demande beaucoup, fais des projections financières. Puis moi, je me disais, mais je sais même pas ce que je vais manger demain midi. Je me dis, comment tu veux que je te dise où est-ce que mon entreprise va être rendue dans 4 ans? Mais ça sert vraiment à setter la barre sur où tu t'en vas, puis de la clarifier pour tout le monde. Fait que oui, je pensais que je m'attendais à ça, rien de moins. Bien, c'est bon. Georges, dans le parcours dont j'ai parlé pendant 25 minutes, c'est ça. Non, mais il y a beaucoup de co-entrepreneuriat, hein? Beaucoup de partenaires. De quelle façon ça a propulsé tes compagnies? Bien, écoute, moi, je crois beaucoup en partenariat. Hein? On dit toujours la force, l'union fait la force, ou comme on dit dans notre langue en arabe, une seule main ne peut pas taper toute seule. Donc, moi, j'ai toujours cru en ça. Puis quand on parle partenariat, il faut aussi faire attention. On ne parle pas toujours partenaire d'affaires. C'est vraiment important de aussi mentionner qu'un partenariat commence aussi à la maison. Moi, ma première partenaire d'affaires ou ma première partenaire de vie, d'ailleurs, elle est mon ex maintenant, mais on est toujours partenaire d'affaires après notre séparation, était Denise, qui était avec moi, qui m'a supporté pour être en mesure donc, de me lancer en affaires. Donc, déjà, il y avait un partenariat à la maison pour être en mesure donc, de faire ce travail. En même temps, moi, je trouve il y a une certaine complémentarité avec des personnes qu'on travaille. Et donc, je dis toujours, c'est très important de trouver quelqu'un qu'on peut se complémenter avec. Ça, c'est très important. Certainement, on doit avoir les bonnes valeurs, les mêmes valeurs, mais aussi aller chercher un partenaire qui a des skills différentes de nous, parce qu'on ne veut pas être les deux personnes qui font la même chose, et ça, c'est important. En plus de ça aussi, tu sais, c'est comme quand tu es en business, ton entourage ne comprend pas les difficultés que tu passes à travers, et ton partenaire, en général, il y a une certaine empathie, on se parle, donc il y a aussi un certain trait, c'est un peu plus aussi psychologie. Donc, pour moi, je crois beaucoup en partenariat, mais il faut choisir le bon partenaire. Est-ce que ça t'est arrivé, sans nommer de nom, d'avoir vraiment mal choisi? Moi, Est-ce que j'ai mal choisi? On va parler de ton conjoint dans quelques instants. En fait, non. Ah, OK. Mal choisi, t'as dit. Oui, je sais. OK, non, mon conjoint, oui, c'est-à-dire mal choisi. Il faut
Ça dépend parce que je prenais du mon temps pour choisir des partenaires. Et les partenaires que j'ai toujours travaillé avec eux, puis j'ai fondé mes entreprises, sont toujours des amis, ils sont toujours des partenaires. OK. Donc, je me considère parfois chanceux. Je dis toujours, moi, je fais la blague que ma mère, elle allumait beaucoup de bougies à moi à l'église pour que je sois comme ça, chanceux vraiment avec mes partenaires, avec mes compagnies. Vous aviez nommé plusieurs. Donc, passer d'une compagnie à l'autre aussi, c'est pas toujours évident. Donc, ça aussi, ça a bien joué pour moi. Toi, tu as déjà mal choisi? Oui. Ben en fait, quand j'ai lancé Cookit, j'ai lancé Cookit avec 2 associés. Mon meilleur ami, qu'on est 2 copies carbone. 2 écervelés qui courent partout, qui veulent tout faire, mais qui ne sont pas très structurants, mettons. Donc, nous, on voulait faire exactement les mêmes choses en même temps. Puis mon conjoint, qui, lui, est comme l'opposé de moi, mais avec des forces vraiment complémentaires, mais qu'on regarde quand même vraiment dans la même direction. Donc, avec Thomas, super rapidement, ça a pris 2-3 mois là, que ça clashait. On voulait tout le temps faire les mêmes affaires. Puis tout le reste, il n'y a pas personne qui voulait le faire. Fait que ça a pris à peu près 4-5 mois là, avant que ça éclate. Puis qu'on se dise comme, plus que moi, je dis, là, comme ça marche pas. Il faut le regarder comme une opportunité d'apprentissage. Hein, parce que si à chaque fois qu'on prend une mauvaise décision, on va juste le regarder d'un point de vue négatif, bien, il va y avoir plein. Parfois, on mal choisi un partenaire, on prend une mauvaise décision d'affaires. Il faut toujours... Puis ces gens-là nous apportent quand même d'autres, tu sais, à quelque part. D'autres, là, dans le sens que, justement, moi, on est 5 associés chez Cookit maintenant, mais il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont sortis à différents moments. Dans le sens que, tu sais, quand tu choisis un partenaire, c'est pas pour la vie non plus, tu sais. Tu peux venir chercher quelque chose, apprendre quelque chose. Nous, on dit souvent que chez Cookit, ce qu'on essaie de faire, c'est « your life's best work ». Fait que viens travailler 2, 3, 10 ans avec nous, mais quand tu vas être là, ça va être intense, puis on va en apprendre des choses. Mais si après... on a comme atteint ce qu'on voulait atteindre, mais il n'y a pas personne, on ne s'est pas engagé pour toute la vie, là, tu sais. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que tu t'attends pas à ce que les gens restent là. Non, mais des fois, on cherche une fidélité là, dans son entreprise. Oui, mais... Toi, tu dis, viens me donner le meilleur de toi-même, le temps que tu vas avoir me donner, puis après ça... Puis la même chose pour moi, tu sais, moi, maintenant, dans mon comité de direction, c'est important que j'apprenne des choses à ces gens-là. Mais à un moment donné, mais même les moi... changements, c'est important. Je pense que c'est important de changer aussi parfois. Soit... absolument, c'est important. Puis tant qu'on reconnaît que ça soit mal choisi, comme j'ai dit, tant qu'on reconnaît nos erreurs, parce qu'en affaires, on va faire des erreurs. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Ça prend du temps, ça prend des essais. Et donc, le point le plus important, c'est de ne pas avoir peur d'admettre nos erreurs. Que ce soit qu'on a choisi un mauvais entrepreneur, un partenaire ou une décision d'affaires. Donc, tant qu'on reconnaisse, et puis faire le changement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va toujours avancer. C'est un élément très important. J'ai comme... Honnêtement, puis c'est sûr que j'en ai fait plein, là, mais j'ai comme pas vraiment l'impression que j'en ai fait des erreurs. Puis je dis pas que j'ai un parcours d'entrepreneuriat parfait, puis loin de là. C'est que toi, tu ne vois pas comme j'ai pas erreurs. Nécessairement... Oui, c'est ça, j'ai pas nécessairement... j'ai eu des missed opportunities, j'ai eu des trucs où c'est un peu planté, mais je les vois même pas comme des erreurs. C'est drôle. Mon oncle me disait toujours, parce qu'une fois, on parlait de ça, puis je disais, tu sais, non, j'ai pas fait une erreur, ou c'est bien arrivé, puis c'est heureusement que ça m'est arrivé tel malheur. Puis dis, Georges, parce que tu es une personne qui est toujours optimiste, donc on ne voit pas les erreurs. Je pense que les entrepreneurs Exactement. de nature on apprend de nos erreurs, donc on voit ça comme une opportunité d'apprentissage, puis on continue, la vie continue, puis on avance. Qu'est-ce que vous pensez du fait que certaines personnes disent que d'avoir des partenaires, ça t'enlève un certain pouvoir? Est-ce que ça vous a préoccupé dans vos parcours respectifs? Bien, vas-y. Moi, non. Dans le sens que... Moi, Cookit, je me suis entourée, j'ai des partenaires d'affaires, mes associés, c'est mes partenaires d'affaires, j'ai des partenaires un peu partout. Mais après ça, on dirait que je me suis toujours faite l'ambassadrice aussi de cette personne morale-là qui est Cookit. Donc, mais il faut définir aussi c'est quoi le pouvoir, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qu'on veut du pouvoir, juste prendre la décision tout seul. Parfois, on a besoin d'être challengé. Mais moi, j'ai tout le temps besoin d'être challengé. Comme, ce que je pense, c'est super intéressant, mais c'est vraiment à force de... avoir des thought partners, des gens avec qui tu peux pitcher des idées, puis qui disent « Ouais, mais oublie pas que... » Puis c'est vraiment à force de ça. Puis justement, quand je me fais l'ambassadrice de cette personne morale-là, c'est parce que j'ai validé avec tout plein d'enfants, tout plein de gens, puis on prend la meilleure décision. Fait que moi, je le vois vraiment pas comme... Puis c'est pas juste les partenaires, c'est tes employés. Tu dois écouter tes employés, tes clients.
Donc, en fin de compte, on n'est jamais dans une compagnie tout les seul médias, et le pouvoir ne les réseaux nous sociaux, appartient pas. Tu sais, aujourd'hui, tu ne fais plus de la business tout seul dans ton... tu fais de la business entouré. Tu sais, nous, il y a plein d'innovations qui sont venues chez Cookit, même pas des clients, mais des médias sociaux, de nos clients. Donne-nous un exemple. Bien, par exemple, nous, on a lancé Cookit en 2014 en se disant on va réduire le gaspillage alimentaire. C'est 30 des aliments dans l'alimentation, dans le frigo des gens qui se ramassent à la poubelle et sur les tablettes d'épicerie. Fait qu'on lance Cookit pour résoudre cette problématique-là. Mais 2 ans après, tout le monde nous tombe sur la tomate parce qu'il y a trop de gaspillage de plastique. Moi, dans ma tête, je me disais, la crème sure que tu achètes à l'épicerie, elle vient dans un truc en plastique. Mais reste quand même que moi, ce que je fais en affaires, c'est que, moi, je suis toujours à la quête du produit parfait. Fait que je sais que c'est pas un state of mind comme... Tu sais, c'est une quête qui n'arrivera jamais. Mais pour être le produit parfait que je veux, que toute Cookit, c'est notre mission de faire, bien, il faut écouter tous ces intrants-là. Donc, les innovations qu'on a faites sont venues de par les médias sociaux, de par les médias, parce qu'on a vu cette justement de pression ambiante-là, où même nous, en tant qu'humains, on voulait innover. Fait que, tu ne fais pas de la business tout seul dans ton coin, tu fais de la business de partie prenante. Moi, j'appelle tout le temps ça, puis je dis tout le temps aux gens, tu sais, quand tu pitches une idée, moi, le oui, mais, là, qui, au début, je trouvais vraiment décourageant. Tu sais, au début, tu te lances en affaires, tu pitches une idée, puis là, tout le monde te dit oui, mais ça, c'est de la merde à cause de ça, puis ça, c'est pas bon à cause de ça. Puis ça, au début, moi, ça me décourageait beaucoup. Puis j'ai appris la beauté de ce oui, mais. Ce oui, mais-là va faire en sorte que les gens sont tous en train de te dire toutes les affaires, toutes les ficelles qui sont pas ficelées encore. Puis là, c'est à force d'écouter des... Fait que là, Isabelle, toi, tu vas me dire, oui, mais Judith, t'as pas pensé à ça. Puis après ça, Véronique, elle va me dire ça. Puis après ça, Georges, il va me dire ça. Puis moi, je prends tous ces oui, mais-là, là. Puis moi, je dis tout le temps, je fais de la business de partie prenante. Fait que là, je vais pitcher à tout le monde, puis tout le monde fait la job à ma place. Mais l'arrogance en affaires, Oui. c'est un des plus grands ennemis des hommes d'affaires et des entrepreneurs, c'est qu'on n'écoute pas. L'écoute, c'est un élément extrêmement important. Et pour moi, le pouvoir, ça ne vient pas juste de prendre la décision, c'est d'écouter et de prendre la bonne décision pour l'entreprise. Donc, ça soit qu'on a écouté nos employés, nos clients, nos partenaires, c'est ça qui est le pouvoir, c'est être en mesure d'écouter et prendre la bonne décision pour tout le monde et pas juste être dans une position de force pour dire que moi, je suis capable de prendre la décision que je veux. Au contraire, c'est avoir cette vulnérabilité de dire, moi, je vais écouter, je suis un humain, je peux faire des erreurs, donc je vais écouter tout le monde. Puis en fin de compte, moi, je dis toujours dans la compagnie parfois, tu sais, c'est pas une démocratie. Bon, on va écouter, puis on va se challenger, mais si on a besoin de prendre une décision finale, mais malheureusement, c'est moi qui est dans la chaise de la décision finale, mais c'est pas, on s'est écouté, puis on a eu un débat avant de prendre une décision. Oui. Georges, je veux qu'on parle aussi de... Tu donnes beaucoup de ton temps, oui, financier à d'autres entreprises, mais ton temps aussi mentor. À quel point c'est important pour toi de faire ça? Puis qu'est-ce que toi, tu gagnes en faisant ça? Bien, je t'avoue que j'ai appris beaucoup plus sur moi-même et même en affaires en écoutant des jeunes entrepreneurs, en travaillant parce qu'on pense qu'on fait juste ça pour apprendre, pour donner des conseils pour les autres. Mais j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire mon école, la première expérience était avec l'école de l'entrepreneurship de Beauce, où est-ce qu'il fallait qu'on fasse une revue de notre parcours puis se challenger. Puis j'ai appris beaucoup plus sur moi-même que j'ai appris les jeunes entrepreneurs qui étaient là. Donc, pour moi, donner du temps, c'est un élément extrêmement important. Un, pour nous, mais deux, il faut qu'on donne. Ça fait partie un peu de notre mission comme entrepreneur. C'est on a une opportunité, on a eu, nous aussi, des opportunités, que ce soit financier ou avoir des mentors dans notre vie. Puis donc, pour moi, c'est une responsabilité sociale de chaque entrepreneur de redonner du temps, puis écouter, puis coacher des jeunes entrepreneurs. Mais cet échange générationnel, puis pas nécessairement d'âge, là, mais tu sais, un entrepreneur qui commence avec un entrepreneur d'expérience, tu sais, comme moi, par exemple, j'ai été adoptée dans le programme Adopting par M. Bouchard. Maintenant, c'est un de mes amis que je peux texter et tout. Mais lui, il me l'a toujours dit que lui, justement, il retirait autant de cette relation-là. Puis moi, j'apportais, tu sais, comme tout ce vent de, tu sais, la culture start-up, le commerce en ligne, toutes ces idées innovatrices, tu sais, comme l'innovation, comme on voit ça, nous, à l'interne. Puis le fait, moi, d'être mariée avec lui, ça m'amène aussi, justement, d'être vraiment plus assumée dans mes décisions. Puis, donc, tu sais, ce partenariat-là de s'associer avec
et des gens plus jeunes et des gens qui ont plus d'expérience que nous, est très bénéfique. Je me rappelle, moi, de mon premier investisseur. Il s'appelle Pierre, là, donc qui a cru à notre idée il y a 20 ans, plus que 20 ans. Puis il nous avait donné de l'argent pour démarrer notre business. Puis il m'a dit, Georges, j'ai une seule demande de toi, c'est quand tu réussis, que tu redonnes du temps et aussi des opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Puis ça fait 20 ans. Mon Dieu. Je n'avais jamais oublié cette partie parce que c'était la personne qui nous a propulsés en affaires. Et pour moi, c'était extrêmement important. Parce que ça nous prenait cette personne qui va nous donner, que ce soit financièrement ou confiance en nous. Parce que, comme tu l'as dit au début, on a plein d'idées. On pense qu'on va faire des grandes compagnies, malgré que parfois on a peur de faire des plans à très long terme. Mais reste qu'on a un rêve. Puis c'est juste nous qui croient au début, puis on a besoin de quelqu'un qui croit en notre idée pour puisse vraiment avoir ce courage de se lancer en affaires. Parce que se lancer en affaires, vraiment, moi, je dis toujours, c'est comme se lancer d'une parachute. Pour moi, en tout cas, je préfère me lancer en affaires que d'un hélicoptère ou quelque chose. Je suis avec toi, Georges. Mais c'est un risque. On se lance dans le vide. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il faut avoir vraiment une bonne tolérance au risque parce qu'on vit tous les jours. Puis c'est pas avec le temps que ça va disparaître. Moi, je dis toujours, un entrepreneur, c'est vraiment des personnes insécures parce que, et c'est ça qui est un driver pour nous. On veut toujours faire plus parce qu'on veut toujours avancer. On n'est pas sûr. Donc, on a toujours une certaine crainte pour notre business. On veut le protéger. C'est ça qui fait qu'on est capable de se carburer aux défis à tous les jours. C'est la première fois que je le vois comme ça, sous l'insécurité de ce toujours plus-là, cette quête de toujours plus qui m'habite toujours. On le sent chez toi, Judith. Mais je vous écoute, puis je trouve ça hyper important parce que moi, j'ai quand même un garçon de 18 ans, j'en ai un autre de 15, mais c'est une génération d'entrepreneurs. Tu sais, déjà, ils revendent, ils font des affaires. On le voit beaucoup. La jeune génération, là, c'est une génération d'entrepreneurs. Donc, c'est le Québec Inc. de demain. Et quand je vous entends parler de l'importance, justement, de redonner puis d'avoir des mentors, ça veut dire que ceux qui sont à l'écoute en ce moment, les entrepreneurs, vont avoir ce travail-là à faire pour la génération qui s'en vient. Mais au-delà de ça, j'ai comme l'impression aussi que la façon de faire de la business aujourd'hui, Georges, très différente de quand tu as commencé, toi. C'est pas si vieux que ça. Hein? Non, mais je parle pas de 1950. Dans ton temps, là, avec un pic puis un marteau sur la roche. Quand j'ai fait partie de ceux qui ont construit le Canada. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même, tu as 20 ans d'expérience au moins. Minimum, oui. Bon, c'est ça que je veux dire. Tu sais, en 20 ans, en 30 ans, je pense que... L'industrie ferroviaire, au début, Georges, c'était comment? C'est ça. C'est vrai. Il y en a du monde qui font plein d'argent. Ils sont dans leur lit, travailler, vendre des affaires sur les réseaux sociaux. C'est sûr, ça a beaucoup changé. Mais ça a ouvert des opportunités beaucoup pour les jeunes aussi, dans des pays plus loin. Donc, c'est une opportunité. Puis moi, tu sais, je suis d'origine libanaise, donc on est vraiment chanceux au Québec. On a des belles opportunités, on a des associations, on a des entrepreneurs qui veulent aider. C'est pas tous les jours tu vas trouver ça partout au monde. Donc moi, je me dis parfois, si j'étais resté dans mon pays, que j'aime beaucoup, est-ce que j'aurais eu cette opportunité d'avoir des entrepreneurs qui croient en nous, avoir tout le support du gouvernement, avoir le support de tout l'environnement? On est vraiment dans un pays très chanceux. On a tellement une belle communauté. Moi, c'est au tout début de Cookit, en 2014, quand on a lancé l'entreprise, j'avais très peu de connaissances en e-commerce, mais j'ai décidé d'aller installer nos bureaux dans le Myland parce que je me suis dit, l'industrie start-up de Montréal, tu sais, Frank & Oak était dans ce coin-là, il y en avait plein qui étaient dans ce coin-là. Fait que je me suis dit, à force d'être dans ce coin-là, je crois beaucoup à, tu deviens le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus. Là. Donc, je me suis dit, je vais aller là, puis je vais faire comme eux, je vais m'habiller comme eux, je vais penser comme eux, puis ça devrait marcher. C'était comme un peu ça, mon mantra. Puis, tu sais, on parle de la notion de mentor, là, mais tu sais, il y a aussi la notion de juste demander de l'aide. Tu sais, c'est fou à quel point, moi, tu sais, d'aller prendre des cafés, d'aller prendre des marches. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me demandent « Hey, tu veux-tu être mentor? » Puis je trouve que c'est un peu, tu sais, je suis un petit peu trop occupée ce temps-ci pour dire oui. Mais tu sais, juste le pouvoir d'une marche, juste le pouvoir d'un café virtuel, à quel point ça va mettre comme ta... Tu sais, ça va venir avec une question précise. Parfois, souvent, des petits conseils. Les petits conseils font toute une différence pour les des échanges de moi, je vis ça, toi, tu vis ça. C'est ça. Je suis allée prendre un café avec Jean-Nicolas Guillemette la semaine passée, qui est le gars derrière Uber Québec. Puis juste une conversation de 45 minutes, ça m'a... Tu sais, ça a comme tout
débloquer plein de choses. Fait que, tu sais, t'es pas obligé d'y aller dans le gros mentorship ou dans la grosse patente. Tu peux juste approcher les gens avec une seule question puis dire « Hey, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? » Ça a tellement été intéressant, là. C'est pas déjà fini? Ben oui, mais Déjà. j'ai Véronique qui a peut-être une question. C'est presque terminé. En fait, j'ai beaucoup de commentaires élogieux. Ça va me faire plaisir de vous les transmettre à la fin de la discussion. Un des éléments qui ressort beaucoup, votre amour du « oui, mais ». Alors là, je pense qu'il y a une prise de conscience chez plusieurs personnes de dire « Oh, moi, ce oui, mais-là, moi, ça me tente. » Puis j'ai quelqu'un qui a écrit une question qui dit « Je pense que je soupçonne cette personne-là d'être à la source du oui, mais », puis de challenger justement son partenaire d'affaires. Donc, quel conseil on donne pour cette personne-là qui dit « Bien, je pense que l'autre personne ne voit peut-être pas la valeur ajoutée dans la différence de ma vision, de mes propos. » Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir justement cette conscience-là? Mais c'est parce que dans toute discussion, les discussions, ils se préparent. Tu sais, le oui, mais, il t'aide à bâtir un argumentaire, quelque chose. Tu sais, il t'aide à bâtir quelque chose. Fait que c'est pas juste un oui, mais qui part dans le vide après. Là, moi, je pense que 3 fois par semaine, je suis debout à 1 h du matin ou à 2 h du matin parce que je suis plus capable de dormir. Puis je continue de bâtir. Tu sais, tous mes argumentaires, je vais les faire parce que c'est comme faire une plaidoirie. Là. Puis pour des dossiers, des fois, qui sont vraiment d'une insignifiance comme pas super importante, mais c'est comme ça que tu le bâtis, ton produit parfait, ton truc parfait. Moi, je dis il faut toujours ajouter le contexte parce qu'on a beaucoup de personnes qui veulent argumenter sans expliquer le pourquoi. Puis quand on explique parfois le pourquoi de nos idées, puis un peu donner le contexte, mais les personnes deviennent à l'écoute. Donc, il faut être à l'écoute, il faut vraiment savoir comment lire l'autre personne, puis parler son langage. On parle toujours des 5 langages d'amour pour savoir comment on parle avec nos conjointes, mais aussi au travail, il y a aussi le même concept. Chaque personne, tu dois le parler, l'écouter, et le convaincre d'une façon différente. Donc ça, je pense qu'il y en a un certain aussi. Ça vient avec l'expérience de savoir comment parler avec les personnes, comment surtout les écouter. Parce qu'en général, un des plus grands problèmes, c'est l'écoute, c'est pas parler, parce qu'on parle toujours, mais c'est écouter ces personnes pour comprendre pourquoi ils ont ce « oui, mais ». Super intéressant. J'ai Vicky, justement, qui faisait du pouce sur les commentaires de Georges, qui a écrit en cap-lock « écoute ». Ce que je retiens, l'importance de l'écoute. Donc, voilà. Tellement. Merci à tous les deux. Ça a été hyper intéressant. On continue, nous, dans les prochaines minutes. On va parler de la valeur ajoutée et de l'aspect financier des choses. Et si on entreprenait collectivement de changer les règles du jeu pour que demain, tout le monde ait les mêmes chances de jouer? Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Ici pour ce qui s'en vient. Ici pour le changement, les défis, les décisions, les possibilités. Ici pour les entrepreneurs canadiens. BDC, financement, conseil, savoir-faire. Entreprendre ne se résume pas qu'à lancer les entreprises de demain, mais aussi à faire ce qu'il faut pour relancer celles d'aujourd'hui. Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Que ce soit pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition ou de relève d'entreprise, Femmes et Sœurs, en collaboration avec ses partenaires, offre du financement adapté. Mais ce qui fait la distinction de Femmes et Sœurs, c'est son accompagnement personnalisé et soutenu. Dans le but d'aider les femmes à développer leur plein potentiel entrepreneurial, Femmes et Sœurs a des financements, accompagnements et services complémentaires. Nous sommes là pour elles. Femmes et Sœurs, financement plus accompagnement. Et si on entreprenait de joindre nos multiples forces pour développer ensemble notre plein potentiel? Entreprendre maintenant, Banque Nationale. Ici pour ce qui s'en vient. Ici pour le changement, les défis, les décisions, les possibilités. Ici pour les entrepreneurs canadiens. BDC, financement, conseil, savoir-faire. Et si on entreprenait de bâtir un meilleur avenir pour nos enfants, tout en prenant soin de notre planète? Entreprendre maintenant, Banque Nationale.
Alors, on est de retour. Hey, merci d'être là avec nous. Les commentaires rentrent, c'est le fun de vous sentir là. Puis on espère que vous repartez avec plein de trucs. Puis on va continuer donc la discussion. Et on a évidemment plusieurs partenaires qui rendent cet événement-là possible. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tantôt, mais il y a du contenu extra qui se trouve dans la page partenaire sur la plateforme de l'événement. Alors, n'hésitez pas à la consulter. Et là, on va parler surtout de s'investir ensemble pour créer une valeur ajoutée. Et on a la chance d'avoir avec nous Séverine qui est de retour, Séverine Labelle, PDG de Femmes et Sœurs. On a Geneviève Turbide-Potvin, vice-présidente Solutions transactionnelles et financement entreprise à la Banque nationale. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment un plateau de femmes. Hein? C'est Girl Power en ce moment. Yes. On a Chantal Rémy, vice-présidente Québec et Atlantique et service conseil à la BDC. Et on a Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie et solutions d'affaires chez Investissement Québec. Alors, bienvenue à toutes les trois. Et là, j'aimerais qu'on parle brièvement de vos entreprises et de leur mission. Je vais commencer, Séverine, juste nous expliquer peut-être au quotidien, parce que tantôt, on a expliqué Femmes et Sœurs, mais au quotidien, ça fait quoi? Au quotidien, ça fait quoi, Femmes et Sœurs? Ça facilite l'accès au financement pour les entreprises présentement à propriété féminine, donc qui sont détenues au moins à 25 par une femme et dirigées par cette femme-là ou ces femmes-là. Et tout bientôt, en fait, ce sera du financement pour des entreprises à propriété inclusive et diversifiée, donc détenues à 25 et dirigées soit par une femme, soit par une personne qui représente un des groupes sous-représentés dont on a nommé un peu plus tôt. Et dans le fond, donc, on offre du prêt présentement entre 20 000 et 150 000. Dans la nouvelle mouture et grâce à nos partenaires, on va pouvoir maintenant aller jusqu'à 450 000. Et on offre de l'accompagnement tout au long, dans le fond, de l'engagement d'affaires entre l'entrepreneur et nous, pour s'assurer que l'entrepreneur a l'ensemble des outils, des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs d'affaires. Super. Geneviève, à la Banque nationale? Bien, écoutez, je pense qu'elle est bien connue. Là. Je ne vous rentrerai pas dans les grands détails, mais je vais vous faire quand même un petit pan d'histoire qui n'est pas connu. Fait que là, c'est ça mon challenge aujourd'hui, de vous dire c'est quoi qui n'est pas connu de la Banque nationale. En fait, je vous ramène en 1859 rapidement. Je vous ramènerai pas jusqu'en 2021, inquiétez-vous pas. Mais en 1859, c'est quand même 10 personnes francophones qui ont bâti la Banque nationale dans la région de Québec. Et la raison, c'était qu'il y avait un billet, puis il y avait une difficulté pour les entrepreneurs francophones d'obtenir du financement. Donc, l'accès aux capitaux était extrêmement difficile. Il y avait un billet conscient ou inconscient, mais il y avait définitivement un problème d'accès aux capitaux. Donc, c'est la raison pour laquelle on est né. Donc, quand on dit on est né, c'est une banque d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, on vient de là. Donc, aujourd'hui, bien, je vous dirais, on est rendu à 2,7 millions de clients et plus de 26 000 employés qui ont fait en sorte qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, vraiment une belle banque, mais... avec une mission très claire. Une mission commune d'avoir un impact positif sur les communautés, sur nos employés, mais surtout sur nos clients. Ça, je ne vous cacherai pas. C'est sûr. Et de ton côté? La BDC, on aime dire qu'on est la banque des entrepreneurs. On a 62 000 PME clientes à travers le Canada. Puis, fait intéressant, il y a environ un tiers de ces PME-là qui sont des PME québécoises. Alors, on connaît bien nos entreprises du Québec. On les accompagne bien. On fait du financement, des investissements et des services conseils. Puis, c'est important de savoir que BDC est complémentaire. On n'est jamais la seule banque d'un entrepreneur. Il y a nécessairement un compte à la nationale ou dans d'autres institutions. Puis, on travaille de près avec Investissement Québec, d'ailleurs, puis la Banque nationale, Femmes et Sœurs. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises réussissent. Oui. C'est un quatuor de feu ici, là. Oui, c'est ça, là. C'est ça. Et du côté d'Investissement Québec? Bien, en fait, le Nouvel Investissement Québec, on aime se positionner comme un partenaire incontournable qui offre des solutions créatives pour accélérer la croissance des entreprises. Et je vais revenir sur les solutions créatives parce que auparavant, Investissement Québec, il y a à peu près 1 an et demi, était vraiment reconnu comme un partenaire financier des entreprises. Et avec le Nouvel Investissement Québec, notre nouvelle loi, notre mandat s'est élargi pour offrir aussi de l'accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, bien, c'est l'accompagnement technologique parce qu'on sait que nos entreprises ont un enjeu de numérisation, de productivité. Il faut qu'elles s'automatisent plus. Il faut vraiment travailler sur l'innovation puis l'implantation des technologies.
Donc, l'accompagnement technologique est clé et ça vient du nouveau levier qui est Investissement Québec-CRIC. Donc, le CRIC a fusionné avec Investissement Québec. Également, l'accompagnement au niveau de l'exportation. Parce que beaucoup d'entreprises souhaitent développer leur marché, des nouveaux marchés ou vraiment accroître des parts de marché à l'international. Et on a des équipes d'experts qui viennent encore de nouveaux leviers qui se sont vus intégrer Investissement Québec au cours de la dernière année. On parle d'Export Québec et finalement, également, un autre groupe, anciennement du MEI, qui offrait des services conseils stratégiques, s'est joint à Investissement Québec, le tout pour accélérer la croissance des entreprises. Donc, partenaires financiers combinés à l'accompagnement. Et avec ça, je pense qu'on répond vraiment aux enjeux des entreprises et on peut vraiment les aider à aller plus loin. Oui, c'est quoi la valeur ajoutée, justement, de ça? Tu sais, le financement et l'accompagnement. Est-ce que c'est bon pour toutes les entreprises aussi? Je dirais qu'il y a plusieurs choses au-delà du financement, parce que oui, on est souvent connu pour le financement, compte de banque, tous les services transactionnels qu'une entreprise peut avoir, mais c'est aussi un partenaire financier qu'on vient chercher. Tu sais, quelqu'un qui va nous écouter. On essaie de notre côté d'être, oui, une grande banque où on est capable d'avoir l'ensemble des produits et services qui peuvent être requis, mais à l'échelle humaine. Tu sais, être capable encore d'être reconnu, d'être capable d'avoir une solution qui est plus axée en fonction de ses réels besoins. Mais c'est encore possible? Oui, c'est possible. C'est possible. L'autre élément, tout est dans la... Moi, je dis tout le temps... Tout est dans la connexion puis l'ouverture qu'on a avec son banquier. La transparence, d'être capable d'établir les besoins. Tu sais, on n'est plus dans mon Dieu, il ne faut pas que le banquier le sache. On n'est plus là, là. On est là pour être capable de recevoir cette information-là, d'être à l'écoute puis d'adapter les besoins. Puis comme banquier, bien, on vient s'armer de partenaires comme ils sont ici aujourd'hui pour être capable de compléter l'ensemble des besoins. Parce que c'est pas vrai qu'on est bon dans tout, qu'on est confortable dans tout. Toutefois, on est supposé d'être à l'affût de toutes ces solutions-là pour nos clients puis être capable de les accompagner. Parce qu'à la fin des courses, tu sais, moi, je dis souvent, chez nous, à la banque, on est aussi, on espère que les gens vont aussi consommer local. On est la seule banque qui a encore son siège social au Québec. Fait que c'est nos racines. C'est important pour nous d'être là puis de demeurer pertinent. Ça, c'est essentiel, demeurer pertinent auprès de notre clientèle. C'est quoi les plus grands défis qu'attendent, en fait, que vont vivre les entrepreneurs, Séverine, selon toi, là, dans la prochaine année? Disons, regardons la prochaine année, là. Bien, c'est sûr et certain que j'avais envie de dire, puis au-delà de la prochaine année, le premier défi de l'entrepreneur, souvent, c'est d'aller décrocher son premier financement. Ça, c'est quand on démarre une entreprise, c'est toujours plus difficile. Puis c'est là où je pense que Femmes et Sœurs, on se positionne vraiment en complémentarité avec les grands joueurs. Notre objectif, c'est d'essayer de créer une pépinière de nouvelles entreprises, les appuyer quand vient le temps d'aller chercher ce premier financement-là, qui est souvent considéré plus risqué. Puis c'est là où la valeur de l'accompagnement aussi prend beaucoup son sens, parce que dans les premières années, on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui ferment avant même d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Oui. Alors, des organisations comme les nôtres, on essaie de vraiment les accompagner pas à pas, de façon personnalisée, en one-on-one, en les entourant aussi d'expertises diverses pour qu'elles prennent tranquillement leur envol et qu'éventuellement, elles puissent rentrer dans les grands réseaux que sont les banques, BDC, Investissement Québec. Puis, tu sais, tout à l'heure, il y avait Judith qui était là. Judith, tu sais, on a fait son premier financement. 12 000 C'était difficile pour elle à l'époque d'aller cogner aux portes, d'aller chercher ce financement-là. Donc, ça a été un premier financement, puis éventuellement un deuxième. Puis aujourd'hui, je veux dire, je pense que tout le monde ici autour est partenaire de Cookit, tellement que c'est rendu un fleuron. Oui. C'est là où se trouve un des plus grands défis. Après ça, bien, la croissance, c'est sûr qu'il y a déjà un peu plus de capital, mais c'est aussi un défi, parce que la croissance vient aussi avec des risques, des enjeux, puis de bien gérer cette croissance-là. Et c'est là où, quand on travaille ensemble, on est plusieurs à faire des financements avec des entreprises, on peut chacun apporter une forme d'expertise autour de la table, puis bien entourer l'entrepreneur. Puis c'est, je trouve, ensemble où là, on peut vraiment propulser encore plus les entrepreneurs. Bien, justement, j'ai envie de vous entendre, les trois autres, sur comment vous aidez la croissance des entreprises. Tu sais, comment vous voyez votre rôle là-dedans? En fait, c'est un bon point parce que oui, il y a du financement des services conseils, mais si on veut vraiment aider un entrepreneur, je pense que c'est de faire en sorte que ses revenus augmentent.
Fait que tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, puis s'assurer que les entreprises qui sont avec des propriétaires qui viennent de la diversité aient accès justement aux grands donneurs d'ordre. Puis BDC travaille fort là-dessus, le fait non seulement en tant qu'entreprise qui achète des produits et services des entrepreneurs, on s'assure qu'on a des entrepreneurs issus de la diversité, mais on accompagne aussi des délégations de femmes entrepreneurs avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec, entre autres, pour justement aller aux États-Unis puis aller décrocher ces gros contrats-là qui vont faire en sorte que les revenus vont monter. Puis là, on aura le beau problème de la croissance à régler. Fait que c'est un autre aspect, je pense, qu'on peut travailler avec nos entreprises. Nous, on a travaillé beaucoup sur l'établissement de notre nouveau plan stratégique. Et lorsqu'on a fait l'exercice, on a priorisé, en fait, il y a plusieurs enjeux pour adresser les besoins des entreprises au niveau de leur croissance. Et on a vraiment priorisé ça en 3 enjeux. Le premier, c'était vraiment de regarder, de considérer et de bien accompagner l'entrepreneur, le dirigeant d'entreprise dans ses besoins de pénurie de main-d'œuvre. Alors, chez Investissement Québec, on travaille beaucoup, notamment avec Montréal International, Québec International, le ministère de l'Immigration. On travaille avec Emploi Québec au niveau de la formation, donc bien diriger, si on veut, nos dirigeants d'entreprise aux bons endroits. Et on va même aller jusqu'à être plus, je dirais, actif de ce côté-là parce que c'est une grande problématique pour la croissance. La deuxième, c'est l'enjeu de la productivité. J'en ai parlé tout à l'heure. On est vraiment... on a fait des belles choses, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour être, si on veut, dans les tops là, au Canada, puis dans les tops à travers d'autres endroits dans le monde. Alors, la productivité, c'est pas compliqué. Il faut investir massivement dans les technologies. Il faut investir massivement dans l'innovation. Et c'est pour ça qu'on a créé 2 grandes initiatives à travers le Québec. L'initiative Productivité-Innovation, qui est dotée d'une enveloppe de financement et d'investissement de 2,4 milliards pour les 3 prochaines années. Et l'enveloppe Compétivert, l'initiative Compétivert, où on veut inciter les entreprises à adopter des pratiques éco-responsables, mais en même temps aussi adopter des technologies propres et ouvrir des marchés, parce que ça va les amener à ouvrir des marchés. On croit beaucoup en termes de troisième enjeu, tout l'enjeu de l'accompagnement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est parce que l'enjeu de ne pas trop savoir comment s'y prendre pour grandir, bien, c'est ressorti beaucoup dans nos travaux de planification stratégique. Alors pour nous, l'accompagnement qui venait de ces nouveaux leviers que j'ai parlé tout à l'heure, le CRIC, Export Québec et MEI, bien, c'est crucial. Puis en maximisant l'accompagnement, puis en s'assurant que le financement est au rendez-vous, bien, je pense qu'on met vraiment nos conditions de succès en force. Dans notre plan stratégique aussi, puis ça nous amène à être avec Séverine aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on a regardé un des freins à la croissance du côté financement. Dans la chaîne des capitaux, bien, on savait aussi que les femmes, encore aujourd'hui, il y a des biais psychologiques lorsqu'elles viennent à lever des capitaux. Alors, pour nous, on s'est dit, bien, il faut faire quelque chose. On s'est doté d'indicateurs de performance dans notre nouveau plan. Il faut qu'il y ait plus de femmes dirigeantes d'entreprise. Oui. Nos équipes, les équipes terrain sont tous sensibilisées à cet égard-là. Et on travaille beaucoup avec les joueurs de l'écosystème. Puis pour nous, Femmes et Sœurs fait des choses extraordinaires. Puis en plus, ça s'en va dans une mouture un petit peu plus large avec la diversité, l'inclusion. Alors ça, c'est oui, vous étiez tous, vos entreprises étaient tous là, partenaires de l'enveloppe. Absolument. Alors, on aime ça travailler avec les joueurs de l'écosystème. Chantal a parlé tout à l'heure du réseau des femmes d'affaires. Ça, c'est important aussi, puis ça prend des contrats, il faut augmenter la ligne des revenus. Mais à la fin de la journée, pour croître, il faut être plus compétitif. Alors, on est là pour ça. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Si je peux me permettre, Isabelle, je ferais du pouce un petit peu sur ce que Chantal mentionnait tantôt. Oui. Tu sais, quand on part en affaires, là, souvent, on est spécialiste sur le sujet dans lequel on part en affaires. Là-dedans, on est super bon, on a eu une bonne idée, puis tout ça. Mais souvent, on s'exige aussi comme entrepreneur d'être bon dans tout. C'est un peu ça le défi, tu sais. D'être capable de briser ces barrières-là, d'avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide, d'être accompagné par les bons partenaires. C'est essentiel. Il existe, vous l'entendez aujourd'hui, il existe toutes sortes de programmes. Ça en devient, des fois, on a de la misère à se retrouver. Contactez vos banquiers, vos partenaires financiers pour être capable d'y parvenir.
mais d'avoir, c'est normal. Ayez cette humilité-là, s'il vous plaît, de demander d'être accompagné. On ne peut pas être bon dans tout. Oui. Fait que aller chercher ces conseils-là, d'être bien accompagné, c'est comme ça qu'on va s'amener ailleurs. Puis on a eu le même principe un petit peu chez nous aussi, ça a été de donner une vitrine. On s'est dit, garde, on en a plein des entrepreneurs, donnons-leur au moins la vitrine. Comme ça, nos clients peuvent se connaître entre eux, essayer de créer des réseaux, se donner de la business. Tu sais, à la fin des Travailler courses... ensemble. Ensemble, Oui, ensemble. Effectivement, quel concept. Tu vois qu'on se rejoint. Non, mais c'est important parce qu'on travaille déjà au quotidien ensemble. C'est ça la beauté de la chose. C'est pour ça qu'on se connaît quand même un peu. Là. Mais on est toujours dans une optique de complémentarité. Oui. Et comme Geneviève l'a dit, on ne peut pas être bon dans tout, mais il y en a d'autres qui sont très bons dans quelque chose. Puis c'est d'amener notre dirigeante d'entreprise à la bonne place. Alors, c'est vraiment de travailler avec les acteurs clés de l'écosystème. Puis moi, je dis souvent, une des valeurs ajoutées de mixer ensemble financement et accompagnement, c'est que dans le fond, le partenaire financier voit avec l'entrepreneur l'évolution au niveau des chiffres. On est capable de faire parler ces chiffres-là. On est capable de s'asseoir avec l'entrepreneur et dire, écoute, tes ventes ont explosé, c'est génial. Maintenant, as-tu pensé à ton inventaire? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Est-ce que, ou à l'inverse, il y a une tendance vers la baisse, c'est quoi ton plan d'action? Ça nous permet d'avoir des discussions franches, d'avoir des discussions vraies avec l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur peut vraiment, exposer, dans le fond, son plan de match. Puis on peut, après ça, l'entourer des bonnes ressources pour qu'il puisse réussir en retour ou qu'elle puisse réussir en retour. Donc, moi, je trouve que le faire ensemble, le financement et l'accompagnement, c'est vraiment une formule gagnante puis qui nous a permis, en tout cas chez Femmes et Sœurs, d'avoir vraiment des beaux succès puis des taux de réussite très élevés chez Femmes et Sœurs. Les entreprises qu'on finance, 80 sont encore en activité après 5 ans. Tout à l'heure, je disais, les 5 premières années, c'est crucial. C'est les primordiales. Fait que ça, est-ce que tu penses que c'est dû à l'accompagnement, surtout? C'est ça qui manque? On a tendance, comme entrepreneur, pas aller chercher assez d'aide, de ne pas vous demander assez votre aide. Bon, des fois, c'est plus difficile aussi d'avoir accès, mais je pense que l'accompagnement joue pour énormément. Le réseau aussi, avec accompagnement vient aussi tout un réseau. Évidemment, Femmes et Sœurs en a un, mais vous en avez tous aussi. Puis en mettant la force de nos réseaux comme ça au service des entrepreneurs, ça leur permet de rayonner au-delà de leurs marchés normaux. Ça leur permet de rentrer en contact des fois avec des nouveaux partenaires d'affaires, parfois avec des nouvelles personnes qui amènent d'autres expertises pour pouvoir les aider à propulser. C'est très riche, le réseau. Puis on sait que du côté des femmes, c'est quelque chose qui doit être développé. Puis du côté certainement aussi de d'autres types d'entrepreneurs qui auraient tout avantage à aller découvrir des nouveaux réseaux d'experts, des nouvelles personnes ressources pour les aider. C'est quoi, selon vous, les angles morts pour les entrepreneurs? Tu sais, peut-être qu'on n'a pas abordé. C'est l'urgence de la journée. Beaucoup. J'adore cette réponse-là! C'est-à-dire que, bon, là, il faut faire ça aujourd'hui. Oui. Mais il y a des choses qui demandent une réflexion. Puis malheureusement, vu que c'est souvent des hommes ou des femmes d'affaires qui font tout là, dans l'entreprise. Plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux, ben, parfois avoir un petit peu de temps pour dire, bon, ben ma planification stratégique, comment je vais la faire, mon prochain step, comment je vais le faire. Fait que c'est vraiment de prendre un petit peu de temps, puis le temps, ils en ont pas. Alors, d'où on revient souvent à l'accompagnement pour aider. Puis il y a un paquet de joueurs dans le marché là, qui peuvent vraiment compléter, si on veut, les compétences et les besoins, si on veut, de nos chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres angles? J'ajouterais l'argent, la finance. C'est souvent le bout que les gens font comme moi, je suis pas bon là-dedans, je comprends pas, ça me tente pas, j'ai donné ça à un tel. C'est important. C'est important. Il faut s'imprégner de ça. Il faut être capable de comprendre c'est quoi les impacts de nos décisions, qu'est-ce qui impacte quel poste, et tout ça. Au moins d'être bien accompagné de ce côté-là. Puis c'est souvent le nerf de la guerre d'être capable d'expliquer ses états financiers, d'expliquer où est-ce qu'on est, d'expliquer qu'est-ce que mon projet va avoir comme impact financier dans le futur, dans mon entreprise. Donc, c'est souvent quelque chose que j'entends dire, bien, moi, je suis bon là-dedans, mais, tu sais, les finances, ça, c'est pas, je ne veux pas trop m'en occuper, je ne connais pas ça. Ça prend un minimum. T'sais, assurez-vous de bien connaître ces éléments-là, de bien connaître l'impact de vos décisions. À la fin des courses, c'est le reflet
c'est le résultat de l'état de l'entreprise, en tout cas, les états financiers. C'est une photo de l'entreprise à une journée spécifique. Donc, c'est important de s'imprégner de ça. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Séverine? Non, vas-y. J'allais parler de quelque chose de peut-être un peu différent, mais la raison d'être. La raison d'être de l'entreprise, c'est le sens profond de pourquoi on fait les choses. Puis je le vois, tu sais, les entrepreneurs qu'on côtoie au quotidien, puis celles qui ont vraiment de la drive, puis qui font souvent, c'est qu'il y a un sens encore plus grand que celui de créer une entreprise. On ne crée pas une entreprise pour créer une entreprise. On l'a vu avec Jean-Martin. Ils sont tous passionnés, ceux qui sont passés. Mais c'est ça, c'est que souvent, c'est qu'il y a un sens profond, puis de ne pas avoir peur de vraiment la mettre de l'avant, cette raison d'être-là. Les gens, plus que jamais, sont à la recherche de sens. La main-d'œuvre est difficile à aller attirer, mais quand on a une entreprise qui a une raison d'être qui est forte, une contribution, je dirais, au bien commun qui est forte, on attire aussi les meilleurs talents en même temps. On attire des fournisseurs qui partagent des valeurs similaires. On attire du financement. Bien, absolument, définitivement. Et on crée, et ça fait en sorte que l'entrepreneur arrive à faire fonctionner toute son équipe dans la même direction. Les entrepreneurs, ce sont des humains d'abord et avant tout qui se lèvent le matin puis qui doivent avoir une bonne raison de se rendre au travail. Puis simplement que de gagner de l'argent, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un sens plus grand à ce qu'on fait. Je vais vous donner un exemple concret de ça. J'allais visiter un client en Abitibi dans le temps qu'on visitait encore des clients. Il y a probablement 2 ans. C'était une entreprise qui faisait des gros systèmes de ventilation puis de chauffage pour des grandes usines. Je dois vous dire que j'y allais en me disant ça va être intéressant, mais je me demandais à quoi m'attendre. C'était une femme qui était présidente de l'entreprise. Je ne sais pas si ça a un rôle à jouer là-dedans, mais quand elle a commencé sa présentation, elle a dit, nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les travailleurs dans les usines respirent de l'air pur. Wow. Ah, oui, bon. Ça vient de changer ça le produit. Complètement. Tu sais, ça vient nous chercher dans les émotions. Puis je pense qu'il faut aller chercher les travailleurs, comme tu le dis, il faut aller chercher nos financiers. Ça parle beaucoup plus. Fait que c'est important de se poser la question. On a peut-être l'impression que tout ce qu'on fait, c'est, je ne sais pas, des croissants le matin, mais il y a sûrement moyen de positionner ça pour que ça interpelle les gens. J'aime les trucs que vous nous donnez aujourd'hui, hyper importants. Je suis certaine que les entrepreneurs à l'écoute sont en train de prendre plusieurs notes. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été fort intéressant. Plaisir. Bravo encore pour l'annonce qui a été faite. Vous êtes tous partenaires dans cette annonce. 52,5 millions qui a été annoncé ce matin. C'est extraordinaire. Alors, je vous dis merci. Puis, Séverine, je vais te garder avec moi. On va faire une courte pause, puis on va revenir pour le mot de la fin. On a une petite annonce, quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Merci, Séverine. Merci. Oui, ça a passé trop vite. Alors, c'est déjà le temps du mot de la fin. Tu sais, si on avait à résumer, Séverine, aujourd'hui, cet après-midi, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens qu'ensemble, dans toute la pluralité de nos différences, de nos richesses, on peut vraiment construire un Québec qu'on va être fiers de léguer à nos enfants. Un Québec avec une économie forte, prospère, inclusive, où tout le monde peut vraiment prendre sa place et espérer construire une entreprise qui apporte une contribution au bien commun. Puis qu'ensemble, on est plus fort.
et qu'on a surtout plus de plaisir, en fait. Absolument, absolument. Puis, tu sais, ce que vous n'avez pas eu la chance de voir, c'est quand même si on doit garder une distanciation pour faire attention, tout ça, selon la sécurité santé, mais il y avait vraiment une belle camaraderie en arrière, tu sais, entre entrepreneurs qui se parlaient, qui se racontaient des affaires. Il se passe quelque chose ici en arrière, puis on espère que ça va être tout, tu sais, ça va être reflété un peu partout. Oui, puis j'ai envie d'ajouter une chose, Isabelle. Pour moi, un événement comme aujourd'hui, puis quand j'entends les entrepreneurs parler, ça fait juste me rappeler à quel point les entrepreneurs, ce sont des agents de changement. Ils ont l'audace de créer des entreprises qui sont complètement, justement, différentes, qui apportent des nouvelles innovations dans notre société, qui rendent notre vie meilleure. Et il faut juste les propulser, leur donner les outils nécessaires, l'accompagnement, le financement, l'inspiration aussi, pour qu'ils se propulsent puis qu'ils nous amènent tous collectivement plus loin. Là, avant la pause, j'ai dit qu'il y avait une petite annonce, qu'il y avait quelque chose. Fait que je te laisse y aller parce que faut que tu me sortes quelque chose, là. Oui, mais en fait, je vais peut-être te savoir, Isabelle, c'est rien de gros à ce moment-ci, mais je prépare le changement, le prochain changement, en fait, parce que aujourd'hui, on a annoncé quelque chose de gros, 52,5 millions, un élargissement des services de femmes et sœurs. Je suis très fière, d'ailleurs, qu'une organisation féminine comme la nôtre soit un peu à l'origine d'un mouvement de solidarité, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des entrepreneurs qui vivent encore des difficultés quand vient le temps de demander du financement. Et évidemment, pour bien incarner ce changement-là, bien, Femmes et Sœurs, après 25 ans, on va faire un peu peau neuve et on va bientôt s'illustrer sous un nouveau nom, une nouvelle image, une nouvelle identité de marque. Donc, restez à l'affût, ça s'en vient bientôt. Dans combien de temps? Bien, écoutez, notre objectif, c'est de vraiment s'assurer que la prochaine enveloppe soit disponible concrètement, qu'on puisse verser les premiers prêts quelque part fin d'été, début de l'automne, donc septembre. Mais évidemment, d'ici là, bien, on va annoncer ce qui s'en vient et parler de notre organisation de façon un peu différente, mais pour vraiment incarner ce vers quoi on s'en va tous ensemble. Qu'est-ce que tu retiens aussi de ta journée d'aujourd'hui? Parce que, tu sais, c'est une grosse journée. Tu viens de le dire, il y a quand même 52,5 millions dans l'enveloppe. Vous avez tous travaillé très fort pour arriver à ça. Tu sais, les entrepreneurs à l'écoute vont comprendre c'est quoi le travail acharné puis d'arriver à un moment de victoire. Fait que comment tu vis ça? Je pense que je ne le réalise pas encore, mais effectivement, Isabelle, ça fait déjà un bon moment que Femmes et Sœurs travaillent pour aller mobiliser cette enveloppe-là pour les entrepreneurs, pour continuer de poursuivre notre mission qui est vraiment de tenter de transformer l'économie, la rendre plus inclusive, plus durable aussi. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que j'ai vécu depuis les 2 dernières années. Puis je ne te cacherai pas, là, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments de doute importants. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression que j'y arriverais pas, qu'on n'y arriverait pas malgré tous les efforts qu'on y mettait. J'ai eu même peur parfois pour toute notre équipe. On est quand même une 60aine de personnes à travailler chez Femmes et Sœurs, des centaines de femmes entrepreneurs qu'on a accompagnées par le passé. Mais ce que j'ai envie de dire, puis ce que j'en retiens à la fin de la journée aujourd'hui, c'est qu'avec la persévérance, puis la ténacité, puis une vision claire de ce qu'on veut accomplir, bien, on réussit finalement à atteindre nos objectifs, à atteindre nos ambitions. Puis pour moi, c'est un grand moment. Aujourd'hui, je suis un peu émotive même en parlant à ce moment-ci parce que je suis très fière de pouvoir savoir que j'ai contribué, qu'on a contribué comme équipe à donner des moyens supplémentaires pour les femmes entrepreneurs, puis pour tous les entrepreneurs qui méritent qu'on les développe, qu'on les aide à se développer à leur plein potentiel. Absolument. Puis moi, j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est que ces victoires-là, il faut savoir les savourer. Puis j'ai envie de vous dire à tous les entrepreneurs à l'écoute, quand vous vivez des moments comme ça, je sais qu'on est toujours dans le « OK, bien demain matin, il va se faire ci », puis on est toujours dans l'immédiat, mais il faut prendre le temps de savourer ces petites victoires-là. Alors, à chacun d'entre vous qui vivez soit peut-être des belles victoires, prenez le temps de les vivre parce que, oui, il y aura peut-être d'autres échecs plus tard, mais quand on les vit pleinement, on dirait que ça rend le parcours sinueux un peu plus facile. Hein? Puis je terminerai avec ceci, cette réalisation-là qu'on est en train de vivre. Puis tu sais, je le réalise en même temps que je te parle. Tellement que ça ne pourrait pas être plus live que ça. Là. C'est aujourd'hui que ça se passait. Impossible d'atteindre ça
sans l'aide, l'appui que j'ai eu de nombreuses personnes autour de moi, que ce soit des membres de mon conseil d'administration, que ce soit les membres de mon équipe, des gens de la communauté des affaires comme Daniel Henkel qui a décidé de nous prendre sous son aile, de parler en notre faveur, de tous les entrepreneurs qui nous ont témoigné à quel point on avait fait une différence dans leur parcours entrepreneurial. C'est tous ces morceaux-là mis ensemble, ce grand travail d'équipe-là ensemble, tous les bénévoles aussi, les experts de Femmes et Sœurs, les gens qui nous ont côtoyés. Chacun a apporté sa brique à l'édifice. Et finalement, les partenaires financiers, mais on en a moins parlé, mais tous les partenaires de l'écosystème aussi, avec qui on travaille sur le terrain. C'est vraiment pour réaliser des grands projets comme ça, il faut savoir aller s'allier de tout ce que notre écosystème peut nous offrir pour atteindre travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Tu as tellement bien clos cette discussion. Merci, Séverine. Merci à tous les invités qui ont été inspirants, éloquents, stimulants. Merci à tous ceux qui ont fait partie de l'organisation de l'événement, tous ceux qui sont en arrière, là, que vous ne voyez pas, mais qui ont travaillé très fort. Et j'ai envie de vous dire à tous et à chacun, je vous souhaite des petits et des grands succès, mais visiblement, ce qu'on a dit aujourd'hui, on retient de l'importance de travailler ensemble, de tendre la main, de s'entraider. Un Québec Inc. qui est solide, qui est fort, ça va être vraiment un Québec qui va être prospère. Alors, merci pour tout le travail que vous faites, puis on est là, puis on est avec vous en pensée et aussi en accompagnement. Merci à toi, Isabelle, d'avoir été avec nous encore une fois. C'était merveilleux. Ça fait plaisir. Hey, bye tout le monde!